Bonsoir à vous, il est 17h30 pile à l'instant, donc on va débuter la dernière conférence. Et moi je pense que pour la fin de soirée, vous êtes encore bien courageux d'être restés. J'espère que cette seconde édition des rencontres patrimoniales du particulier vous ont plu. On a inauguré un nouveau dispositif, je pense que vous l'avez vu, qui laisse plus de place aux conférences. Peut-être un peu moins de place aux questions. Pour le coup, sur celle-ci, vous aurez le droit de poser des questions à la fin de la conférence. Donc le format est un tout petit peu plus long. Donc la thématique de cette conférence, c'est les placements à privilégier en 2016. C'est une conférence assez traditionnelle, donc on va balayer l'ensemble des classes d'actifs et puis on va développer certains points, les choses qui nous paraissent à privilégier l'an prochain. Peut-être qu'on parlera aussi de ce qu'il faut plutôt éviter. Pour cette conférence, j'ai la chance d'avoir trois experts avec moi. Donc à ma droite, Danielle François Brasier, qui est directrice générale ou directeur général, je ne sais pas s'il faut... donc directeur général chez Foncia Pierre Gestion. Donc elle m'a demandé d'insister sur deux points. Le premier, c'est qu'elle est enrouée, donc il faudra tendre l'oreille quand elle parlera. Le deuxième point, c'est qu'elle ne s'occupe que de la partie immobilier tertiaire, donc commerce, murs de boutique, entreprise. Elle ne s'occupe absolument pas de la partie habitation. Donc si vous êtes en bisbille avec Foncia Habitation, ne lui en parlez pas. Merci. Et surtout des placements, évidemment. Hein. Voilà. Je crois que Frédéric elle a bien insisté. Oui. Et on en parlera tout à l'heure. Et beaucoup des SCPI. Juste à ma gauche, Fabrice Leduc, qui est conseiller en gestion de patrimoine. Votre carte de CIF, s'il vous plaît. Elle est dans votre poche. Bon, ça va. Du cabinet Leduc et Associés. Donc, pareil, Fabrice Leduc, vous avez sans doute croisé sur son stand en bas. Vous avez pu déjà lui poser un certain nombre de questions. Il va vous présenter d'autres choses. Il va surtout parler cette fois de placement liquide, d'assurance vie. Donc on va plutôt s'intéresser avec lui sur la partie placement financier. Et enfin, Cédric Robillard, qui est aussi conseiller en gestion de patrimoine. Alors lui, je sais que je ne peux pas lui demander sa carte de CIF parce qu'il est passif, mais c'est parce qu'il s'occupe justement plutôt d'immobilier. Hein. Et avec lui, on va discuter immobilier d'habitation. Donc on va brosser l'état du marché. On va parler d'investissement. On va parler de Pinel, on va parler de résidence-service. Vous avez déjà eu un aperçu dans une autre conférence. Il y aura peut-être des redites, il y aura peut-être des choses différentes, ce qui montre aussi que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur tout. Donc surtout, vous n'hésitez pas à poser des questions en fin de conférence, si vous avez relevé des points qui vous semblaient intéressants ou saillants. Et puis, on va parler d'un produit qui est le viager mutualisé. Vous allez découvrir, et moi aussi. Voilà. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés. On est parti pour 1h30. Ne vous endormez pas tous. J'espère que vous avez pris un peu l'air, que vous avez bien mangé, que vous êtes bien reposés. Soyez bien attentifs parce qu'une fois que ça sera terminé, on fait une interro. Hein. Alors, je vais commencer par Fabrice. Et donc du coup, je pourrai me rasseoir. Fabrice Leduc. Donc, merci d'être là, surtout. Merci de m'avoir invité. Et donc, on va parler de la situation de l'épargne en général. Ouais. Donc, où va-t-on en 2016 ? Nos convictions aussi. Et vos convictions. Ouais. Ouais. Donc, on peut commencer, effectivement, première... Ah, alors, on a un bouton magique. Vous allez voir, c'est formidable. Hop. Vous avez vu ? Donc, on va parler d'abord de la conjoncture économique et peut-être de l'évolution des actifs sans risque, qui sont quand même la pierre fondamentale de la plupart d'entre vous, même si vous ne le savez pas. Vous avez investi, par exemple, dans un contrat d'assurance vie, sachez qu'à plus de 80%, vous avez investi dans des obligations d'État ou d'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'il en est de cette classe d'actifs ? Alors c'est vrai que c'est un sujet qui vous concerne, qui vous intéresse. On a pu le voir sur notre stand, vous êtes venus, vous connaissez bien le sujet. Je vais essayer d'être rapide sur ce début de l'exposé.
Un point important, c'est qu'aujourd'hui, en France, on a une épargne considérable, 16% du revenu brut disponible. C'est très important. Et qu'est-ce qui gouverne tous nos placements, parce que c'est bien le sujet, c'est l'actif sans risque. L'actif sans risque, c'est l'OAT 10 ans. C'est l'emprunt d'État à 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est exceptionnel. La France, quand elle emprunte, elle émet une obligation à 10 ans. Elle la paye 0,80% aujourd'hui. Vendredi 16 octobre, elle a payé 0,8%. Même, elle l'a payé 0,33% le 16 avril 2015. C'est-à-dire que c'est vraiment une situation exceptionnelle. Vous venez nous demander aujourd'hui, voilà, on a de l'argent, on veut le placer. Ah oui, mais il n'y a pas de rémunération. Bah oui, l'actif sans risque, c'est lui qui va piloter tous les placements. Et aujourd'hui, il ne rémunère plus rien. On le voit sur cette courbe, en 30 ans, il est passé de 10% à moins de 1%. Alors, des fois, on entend dans la presse qu'on peut même emprunter à des taux négatifs. Alors, on ne parle pas de l'OAT 10 ans, hein, mais on peut emprunter à des taux négatifs. En fait, la période, après, les États prennent différentes périodes. Et momentanément, effectivement, il y a une période début d'année. C'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui des krachs boursiers, de la Chine. Peut-être que vous en avez entendu parler dernièrement. Mais en début d'année, on a véritablement eu un krach obligataire où il y a une tension sur les taux. Il faut bien se rendre compte que les taux français sont passés en moins de 2 semaines de 0,33% à 1,36%. C'est considérablement un krach obligataire. Et certainement, dans les mois et les années qui vont venir, on va avoir encore cette tension sur le marché obligataire. Mais du coup, là, personne ne s'en est rendu compte sur le krach obligataire. Les gens qui connaissent se rendent compte. Ouais. Donc on s'en est rendu compte. Les gens qui sont dans la salle. Les gens, aujourd'hui, ce premier constat, c'est très simple, c'est qu'aujourd'hui, les liquidités, c'est vraiment le premier constat qu'il faut se dire, c'est que les liquidités ne rémunèrent plus rien pour une simple et bonne raison, c'est que l'OAT 10 ans ne rémunère plus. Alors regardez, c'est formidable. Vous avez devant vous les rémunérations de tous les produits liquides. Voilà. Et effectivement, on n'a même pas du 1%. Et voilà, c'est aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle, en analyse patrimoniale, c'est très important de distinguer vos objectifs. Et nos clients, quand on les rencontre, on leur dit, mais quels sont vos objectifs à court terme, 0,2 ans, et quels sont vos objectifs à moyen terme, long terme? Aujourd'hui, sur une épargne de précaution, c'est bien une épargne de précaution, cet objectif court terme, il faut avoir des placements uniquement sur cette précaution parce qu'elle ne rémunère plus rien. Et il y a même un niveau, on va arriver à un certain niveau dans les mois et les années qui viennent. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une problématique. Pourquoi? Parce qu'on a l'inflation qui est très très basse. Alors fort heureusement, on n'est pas en déflation. On a été en désinflation, qui n'est pas la même chose. Et on n'est pas dans un mode japonais en déflation. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'inflation. Mais si à un moment donné, l'inflation revient, et tout est fait pour que l'inflation revienne. Mario Draghi, on en reparlera tout à l'heure, injecte des milliards, inonde les marchés financiers, c'est pour que l'inflation revienne. Et aujourd'hui, si l'inflation revient et vous restez avec des rendements si bas, vous êtes en perte d'opportunité, votre capital, il diminue. Alors, pourquoi c'est bien que l'inflation revienne? Il y a plein de composantes pour lesquelles c'est bien. Ça va faire renchérir les rendements et ça serait dramatique que l'inflation reste à des niveaux si bas en fait. Et aujourd'hui, pour revenir sur l'épargne des Français, si elle reste à court terme sur des objectifs qui sont beaucoup plus longs, il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir ces objectifs. Quels sont mes objectifs court terme? Quels sont mes objectifs moyen terme et long terme? Et réallouer une partie. Alors, avec une rémunération aussi faible, moins de 1%, alors moins de 1% que vous le faisiez remarquer quand même, on est quand même bien au-delà de l'inflation et en plus on est sur des produits qui sont non fiscalisés, donc c'est du net. Quelle part pensez-vous qu'il est raisonnable d'allouer à cette partie-là? Je suis absolument contre tous ces systèmes bancaires qui vous mettent dans des cases, et même de la réglementation qui vous dit vous êtes quelqu'un de sécurisé, vous êtes quelqu'un... Je suis absolument contre ça. Il faut répondre encore une fois à l'objectif, quelles sont la part à court terme, c'est propre à chacun. C'est pour ça qu'on doit faire une analyse patrimoniale et on doit répondre à certaines questions et on ne peut pas catégoriser des gens dans des cases. Ça serait trop facile. On passerait par des robots, du coup. Et on commence à en voir des robots, d'ailleurs, dans les contrats d'assurance vie. Bon, c'est une autre histoire. Alors, aux particuliers, de temps en temps, on essaye d'apporter des solutions, justement, pour contrer la faiblesse des taux. Alors, une solution qu'on aime bien, qui n'est pas duplicable dans tous les cas, je vous vois sourire, c'est d'utiliser son contrat d'assurance vie comme enveloppe de liquidité. Alors vous allez me dire, on fait le contrat d'assurance vie, c'est bloqué 8 ans, c'est fiscalisé, nanana, il y a des frais d'entrée, on est d'accord.
Sauf que peut-être qu'effectivement vous avez un contrat qui a plus de 8 ans, donc du coup vous avez une fiscalité qui est très faible. Peut-être que vous avez la chance d'avoir un contrat d'assurance vie sans frais d'entrée. Et peut-être que vous avez un objectif de placement qui est d'au moins 1 an sur cette part de liquidité. Et bien, si ces 3 conditions sont réunies, vous pouvez obtenir 2,5, 3% net ou quasiment net. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Vous avez intérêt à l'être. Hein. Je suis complètement d'accord parce que vous avez dit j'ai un objectif court terme. Ouais. Ben, j'ai un objectif court terme, on va sur des liquidités. Pour moi, le fonds euro, j'ai 3 cases. J'ai court terme, moyen terme, long terme. Le fonds euro, il est à court terme. Pas de rendement, perte d'opportunité. Il faut que ça réponde à un objectif court terme. C'est très simple. Alors, la transition est formidable parce que vous allez m'expliquer maintenant pourquoi vous estimez d'abord que le fonds en euros, c'est désormais un placement court terme et que peut-être, à terme, c'est vraiment plus la solution à privilégier. Alors déjà, on assimile dans la presse, je ne parle pas pour vous, pas nous, hein. Pas vous, d'autres presses, on dit en 2014, la rémunération de l'assurance vie est de 2,5% en moyenne, ce qui est complètement stupide. Le cadre légal de l'assurance vie, ce n'est pas le fonds euro. Le fonds euro, c'est un moyen, une unité pour aller investir dans l'assurance vie. C'était une petite aparté. Et juste 85% de l'assurance vie, c'est pour le fonds euro. Deuxième petite aparté, vous n'avez aucun pays dans le monde qui a cette forme du fonds euro. Le fonds euro, c'est une spécificité française. Un jour, Bruxelles pourrait très bien dire vous arrêtez le fonds euro, vous arrêtez de côté vos obligations et vous faites comme tout le monde. Et vous n'avez pas une garantie en capital. Et si on décortique le fonds euro, c'est ce qui a mis sur ce slide, un fonds euro moyen en 2014, on voit qu'il y a plusieurs lignes et qu'un fonds euro, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a majoritairement dedans des obligations, pas seulement. C'est pour ça qu'on peut avoir des rémunérations différentes avec différents établissements. Vous avez des établissements qui ont délivré des très très mauvais taux aussi, donc il faut faire attention. Oui, mais on les connaît, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. D'accord. C'est à vous de les répertorier. Et donc si on revient sur cette majorité des obligations, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On revient à notre idée principale. À l'intérieur, c'est de l'OAT 10 ans. L'OAT 10 ans, je vous rappelle, qui rémunère aujourd'hui, au vendredi 16 octobre, l'emprunt d'État français à 10 ans, c'est 0,80. Merci, j'ai entendu. Qui a suivi? Levez la main. Vous aurez le droit à un mot. Vous aurez le droit peut-être à une croisière avec le particulier l'an prochain. Pas avec nous. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si un assureur, un souscripteur met 1 000 € sur son contrat d'assurance vie, l'assureur il va aller acheter du papier en face, une obligation, qui va être rémunérée 0,80. Alors est-ce que vous pensez que la banque perd de l'argent et est bénévole et vous dit tenez, je vous donne le différentiel entre 2,5 et 0,8? Bah oui, non. Absolument pas. Ah, non. La banque, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un panier d'obligations, elle a des obligations achetées il y a 9 ans, qui vont arriver à échéance aujourd'hui. Et les obligations achetées à 9 ans, on voit notre courbe, elle cotait 5%. Et son dernier coupon qui va arriver à échéance, c'est 5%. Et quand cette obligation va arriver à échéance, elle va en racheter des nouvelles, qui elle-même va les acheter à 0,8%. Ce taux va tout doucement, et même peut-être un peu plus que tout doucement, diminuer pour se rapprocher de 1%. Ça, c'est le constat dans les années qui vont venir, très clairement. Donc ça veut dire qu'il est inenvisageable pour les 6 ans qui viennent, alors je dis 6 ans comme j'aurais dit 8, de voir les taux des fonds en euros remonter? Alors c'est même pire que ça. Nous, on a un des associés, qui est Boris Vallée, qui a moins une activité commerciale que nous, on peut avoir, qui fait un certain nombre d'analyses. Il a reçu un certain nombre de titres. Aujourd'hui, il est professeur de finance à Harvard. Il a fait une analyse sur le fonds euro. Et on peut penser qu'il y a même pire, ce qui peut arriver sur le fonds euro, c'est le croisement entre l'OAT 10 ans et le fonds euro. Ah oui. Aujourd'hui, aucun problème de liquidité, vous avez beaucoup plus d'entrées que de sorties, beaucoup plus de gens qui rentrent. Si on voit un croisement de l'OAT 10 ans... Faites un sourire, on vous prend en photo là. Si vous avez un croisement de l'OAT 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? L'OAT 10 ans, à un moment donné, va rémunérer plus que le fonds euro. Puisqu'à un moment donné, c'est la même chose qu'à la baisse, ouais. À la hausse, ça va être pareil. Donc tout le monde va sortir. Tout le monde va sortir, mais l'assureur, qu'est-ce qu'il va faire? Quand vous avez une obligation, il vend son obligation, il va aller sur le marché, vous avez mis 100 € sur le fonds euro. Si l'obligation monte, il est à perte, il vous donne 99. L'assureur, il n'a pas le droit. Vous avez opté pour une garantie en capital. Soit il fait faillite, inimaginable dans le système bancaire français. La deuxième solution qu'il y a, et ça c'est écrit dans les livres des assureurs et des banques, il y a un système de gate. Il peut même faire un système de gate, il a le droit. C'est-à-dire qu'il va dire aux épargnants, vous n'avez pas le droit de sortir jusqu'au jour où je décide que vous sortez.
C'est la seule solution que nous on voit. Ce cas-là est peut-être un peu tiré par les cheveux. Vous êtes gentil. Mais ce cas-là, clairement, si on a une hausse des taux, on n'est pas dans cette configuration, mais c'est possible. Ouais. Et tout le monde a peur de ça. Il y a 2-3 ans, le gouvernement l'a bien vu, tout le monde l'a vu. Ils ont créé ce qu'on appelle l'euro-croissance. Ils ont essayé de mettre tous les Français dans ce système d'euro-croissance. Complètement un flop, ça n'a pas marché. C'est un flop parce que c'est un problème de timing. On est d'accord. Ça aide pas. Ça aide pas. Alors, je ne sais pas si vous êtes fortement investi en fonds en euros. J'espère que vous ne l'êtes pas trop. Nous, on dit régulièrement qu'il faut diversifier à fond, notamment son contrat d'assurance vie. Donc, il faut aller plutôt sur des actifs. Il faut accepter désormais de prendre un peu de risque. Je pense que vous l'avez vu sur la conférence précédente. Donc, nous, on ne va pas trop insister sur cette partie-là, même si on va quand même en parler. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même aussi s'intéresser au marché boursier, pour le coup. Complètement. Alors, ça me fait une transition, c'est que la banque, elle essaie de vous catégoriser. Et en France, on l'a vu en termes de statistiques, on a beaucoup d'épargne et on a d'épargne court terme. En France, on est averse au risque. Les Français sont vraiment averses au risque. Et du coup, très clairement, ils assimilent, si on ne va pas sur le fonds euro liquidité, ils assimilent ça au marché action. Donc, marché action égale actif risqué. Petit graphe pour vous montrer un adage qui est très très connu et on vous dit souvent, mais vous savez, sur le marché action, on gagne systématiquement de l'argent. Regardez cette courbe. Quelqu'un qui a investi en 2000 sur le marché d'actions français, le CAC 40, il a subi 3 grosses crises. TMT, moins 65%, je vais rapidement, subprime, crise de Lehman, moins 60%, crise de la dette grecque, très rapidement, de plus en plus rapproché des gros cracks boursiers. Donc c'est complètement faux, quelqu'un qui est sur 15 ans. Alors, je mets un guillemets, c'est qu'il n'y a pas les dividendes. Hein. Oui, le CAC 40 est le seul indice hors dividende réinvesti, donc on a quand même un effet dividende. Mais aujourd'hui, les Français ont peur puisqu'ils voient marché action, et puis aussi intéressant comme analyse, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit les investisseurs de chaque pays, dans chaque pays, on a tendance à investir massivement dans son pays d'origine. C'est une grave erreur. Vous regardez aux États-Unis, les Américains investissent aux États-Unis. Pire, quelqu'un du Massachusetts va investir au Massachusetts. Et donc, il faut avoir ce recul. Et aujourd'hui, voilà, on est trop ancré sur un risque ultime, le risque long terme. Donc, je passe à la slide suivante. C'est ça que vous voulez me dire. Hein, voilà. Où on voit un petit peu vos préconisations éventuelles de diversification. En tout cas, ce sur quoi vous croyez et ce en quoi vous ne croyez plus. Oui, alors peut-être revenir sur la partie conviction. Allez-y. Très rapide. Très rapidement. Non, mais sinon, en fait, non, je vous en prie. Non, faites-le. Alors, juste pour revenir sur les mouvements rapides, je pense que vous avez déjà entendu parler, mais pour voir aussi où notre intérêt, où on peut intervenir en termes d'analyse. Août, deux éléments moteurs. Le 11 août, dévaluation du yuan, grosse crise en Chine. Je vais aller très très rapidement, vous en avez déjà entendu parler. L'économie chinoise fait peur. Ralentissement économique plus que prévu. La Banque centrale de Chine, plus personne ne la croit, elle annonce 7%. Vous avez des économistes qui disent 5. Il y a longtemps, on discutait avec Patrick Artus de chez Natixis. Il a pris des données externes, c'est pas 5, il analyse plutôt 2%. C'est-à-dire qu'il a pris des analyses externes, il a dit, ok, la Banque centrale de Chine, vous me dites ça, on va regarder les importations de matières premières, on va regarder le niveau de fret, on va regarder le PMI, donc l'indice de confiance des différents consommateurs, etc. Ça aboutit à un pourcentage de 2. Donc aujourd'hui, ça revient, pays émergents, on est extrêmement négatif sur les pays émergents, comme beaucoup aujourd'hui. Après, sur deux grandes zones, alors les trois facteurs positifs, je trouve que c'est intéressant. Baisse des coûts d'énergie, traditionnellement positif pour la croissance. Le marché chinois qui est très peu, qui nous impacte très peu en Europe, parce qu'aujourd'hui on est plutôt une industrie de services et pas de production. Et le report de la croissance, le report du resserrement des taux aux États-Unis, bien évidemment, il y a une bonne chose et une mauvaise chose. La mauvaise chose, très clairement, c'est que tout est ouvert aux États-Unis. C'est pour ça que tout à l'heure vous me disiez, vous êtes plutôt flat aux États-Unis. Ouais. On n'est absolument pas positif, on est flat. C'est l'économie moteur au niveau mondial. L'effet négatif, c'est que les États-Unis sont sortis d'une crise. Quand on sort d'une crise, on attend des pourcentages de croissance beaucoup plus forts. On est quand même à 2%, c'est pas neutre, tout est au vert. Ça veut dire quoi? Les Américains les plus riches sont devenus encore plus riches. Ça, c'est inégalité, ça c'est le gros problème pour les États-Unis. Le gros problème qu'on voit aujourd'hui, c'est pas de resserrer les taux, c'est qu'un jour où ça va moins bien, ils n'ont plus d'armes. Arrêt du quantitative easing et resserrement des taux. Donc, très compliqué. Donc voilà, sur le marché action en Europe, ça revient, comme ça on fait le lien aussi. Marché action en Europe, gros fiasco de la politique monétaire de Mario Draghi et surtout avant Mario Draghi.
Système de LTRO, on prête aux banques. Les banques n'ont absolument pas emprunté au niveau de la Banque centrale. Donc en janvier, qu'est-ce qu'il s'est dit, Mario Draghi? Pourquoi pas faire comme les Américains? On n'est pas plus bête qu'eux, on va faire le quantitative easing, il sort 60 milliards d'euros par mois, et puis on sait très bien que c'est sur une durée illimitée, avec une force de frappe illimitée. Donc on est très positif, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le constat majeur de l'économie, c'est qu'aujourd'hui on est gouverné par des politiques monétaires, et que la liquidité, on croule sous le système de liquidité. Nous, on a donc il y a de l'argent à placer. Donc il y a de l'argent à placer, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on n'agit pas à on a bien sûr des durées d'investissement qui sont à moyen terme et long terme, mais nous, notre but, c'est d'aller agir à court terme sur des horizons de 2 mois, réagir à notre système d'allocation. Et aujourd'hui, en Europe, on est très confiant parce qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a des secousses, mais les secousses, elles sont momentanées parce que la liquidité, elle va s'affecter à quelque chose. Je donne aussi un ordre d'idée, c'est qu'on dit souvent la valeur refuge, c'est l'or qui permet de capter cette liquidité. Aujourd'hui, on n'a pas une décorrélation si simple entre les actions et l'or. Donc aujourd'hui, le marché actions, c'est quand même européen et quand même une très très grande opportunité. Alors on va peut-être passer rapidement sur les 3 autres classes. Très rapidement. Matières premières, à ce niveau-là, on est on est positif. On est encore à moyen terme. Là, pour le coup, on a renforcé nos positions. L'obligataire, c'est le gros sujet aujourd'hui. L'obligataire, qu'est-ce qu'elle devient? On est négatif sur ce qu'on appelle, en gros, l'obligataire, vous prenez 2 risques. Soit vous prenez du risque sur les maturités, on l'a vu, des maturités longues, et nous, on raccourcit nos portefeuilles sur des maturités courtes. Par contre, notre risque, on va aller chercher sur du high yield, notamment aux États-unis. Donc, high yield, au rendement, qualité d'émetteur dégradée. Aujourd'hui, aux États-Unis, ça ne nous fait absolument pas peur d'aller aux États-Unis. La croissance est là. Le risque de défaut n'a pas augmenté. Alors, nous, ce qu'on aime bien en particulier, c'est quand même donner, pour le coup, des conseils pratiques, parce que là, vous avez eu la théorie. Alors, vous avez eu la théorie, quand même. Donc, tous les ans, on publie, dans le particulier, des allocations types pour les contrats d'assurance vie. Je ne sais pas si vous les suivez, si vous ne les suivez pas. Si vous les suivez, vous avez raison. Vous avez vu l'an dernier, si vous aviez été client de la MAF, par exemple, vous auriez gagné un peu plus de 8% grâce à nos conseils. Donc, c'est-à-dire, on va dire, un peu plus de 3 fois plus que le fonds en euros. Donc, c'est plutôt pas inintéressant. Donc, cette année, on a recommencé l'exercice. Finalement, on s'est rendu compte que nos convictions, elles sont absolument pas éloignées des vôtres. Ça tombe bien. Il y a une classe d'actifs à laquelle nous, on croit plutôt. Vous y croyez un peu moins. C'est les fameux fonds flexibles. On doit consacrer sans doute un article par an sur ces fonds qui s'appellent soit fonds flexibles, soit fonds patrimoniaux, soit des fonds de gestion libre. Enfin bon, il n'y a pas de dénomination officielle. C'est des fonds où c'est carte blanche au gérant. Il n'a pas d'indice à respecter et du coup, il gère selon ses propres convictions. Donc, il pense que le marché va bien se porter, il va plutôt investir 60, 80, 90%, voire 100% de son portefeuille en actions. Il pense que le marché, au contraire, est dans une phase de retournement et il peut sortir des marchés quasiment à 100% pour se remettre sur des produits plus sécures, les obligations, voire du monétaire, sauf que le monétaire, aujourd'hui, ça ne rapporte plus rien. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre allocation type, c'est 35% de fonds flexibles et 65% de fonds actions. Vous bouillez à côté de moi, je sens bien que vous êtes intervenu sur ma présentation. Est-ce que je peux intervenir 2 petites secondes? Vous avez le droit. Alors, fonds flexibles. Pour nous, il y a une grosse, je vous dis attention, il y a une grosse partie marketing. 2008, crise, on l'a vu tout à l'heure rapidement, subprime, etc., tout le monde devait disparaître. Et puis, il y en a qui ont fait leur beurre dessus, ce qui est normal. Fonds flexibles, nous, les écueils, qui sont assez aussi statistiques, c'est qu'à l'intérieur, vous savez très bien, vous avez un gérant qui va pouvoir aller effectivement mettre son curseur entre actions, obligations, là où il souhaite. Donc, il y a des bornes, il les a définies auprès des autorités des marchés financiers, et il respecte ça. Moi, le premier écueil que je donne, c'est que si vous mettez dans votre fonds, vous avez dit, je vais prendre les meilleurs, je vais prendre les 5 meilleurs, je mets ça dans mon portefeuille. Imaginez à un moment donné, ils sont tous en action, au maximum. Disons qu'il y en a qui ont des bornes jusqu'à 80%. Vous êtes rentré comme quelqu'un de plutôt prudent et vous vous retrouvez à un moment donné dans un espace de temps à 80%. Je vous dis, j'en ai rencontré beaucoup, des gros fonds patrimoniaux, Air Club, Camiac Patrimoine, etc. Avant la crise de cet été, ils étaient à fond sur la pédale du marché action. Ils sont tous
dégringoler. Il y a un grand risque, et c'est vrai que dans la diversification, quelque chose qu'on doit vraiment aller voir, c'est la décorrélation des actifs entre eux, la gestion du risque, cette volatilité. Aujourd'hui, il faut aller la maîtriser, il faut quand même regarder ce que vous avez. Donc c'est là que je dis attention. C'est vrai, je suis entièrement, alors là pour le coup, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que nous, quand on préconise ces fameux fonds flexibles, nous on utilise plutôt la terminologie fonds patrimoniaux parce que effectivement vous avez des fonds, ceux que vous indiquez, qui sont plutôt des fonds risques, enfin oui, qui ont des fortes volatilités, donc plutôt des modèles risqués. Nous on préfère certains fonds qui effectivement ont des volatilités plus basses, donc qui se comportent en bon père de famille. Voilà, donc ça c'est plutôt un concept qui doit vous parler à vous. Nous, ça nous parle beaucoup en tout cas. Donc c'est l'idée quand même de pouvoir diversifier son patrimoine avec le minimum de risque. Alors, nous, ce qu'on vous présente là, c'est la poche de diversification, bien sûr, parce que vous êtes dans un contrat d'assurance vie. Donc, le contrat d'assurance vie, vous mixez la part des fonds en euros ou ses succès d'année. Ah, vous aimez bien les catégoriser aussi? Ah ben nous on est comme ça, hein. On a des lecteurs qui aiment bien qu'on leur donne des conseils en fonction de leur stratégie. Donc Monsieur Prudent, il ne vous dit pas à un moment donné, ah ben, ça a pris 40%, mais pourquoi je n'étais pas prudent Parce que Monsieur Prudent était quand même prudent. Donc si vous avez effectivement un horizon de placement court, alors on appelle ça prudent, équilibré, offensif, mais enfin on pourrait très bien se dire, vous avez un horizon de placement de 4 ans, de 8 ans et de 10 ans, hein, ça marche aussi. Donc voilà, donc vous mettez 70% de fonds en euros et sur les 30%, vous les diversifiez en fonction des préconisations qu'on vous fait. Vous avez un profil plus équilibré ou alors vous avez un horizon de gestion qui est un petit peu plus long. Vous rajoutez un petit peu de fonds d'allocation, enfin de fonds actions, vous en mettez jusqu'à 60% et vous réduisez la part de fonds en euros de 40%. Alors, je ne vais pas tous vous les donner, vous les avez lus, elles sont dans le... Tout ça, c'est dans le numéro qui vient de sortir. Mais nous, quand on dit des choses, on le prouve, monsieur. Et donc, on a fait tourner les calculettes, pas les nôtres, hein, parce qu'on a des petites calculettes. On a fait tourner les calculettes de Cantalis, qui est notre partenaire qui fait de l'analyse de fonds. Et on a regardé, et je pense que vous les connaissez, hein, ils sont très très bons. Donc voilà les résultats que vous auriez obtenus. Alors, ça s'allume là, voilà. Donc vous voyez, même sur le profil prudent, à 5 ans, vous avez quand même en moyenne la chance, enfin, la possibilité d'obtenir 17%. Dans la configuration maximale, vous avez 23% de gains. Et dans la configuration minimale, c'est-à-dire en considérant que cette poche-là, la 30%, voilà, elle perd 50%, donc c'est-à-dire un gros crack, pardon, vous avez quand même 11% de gains. Alors évidemment, si vous allez sur la configuration la plus offensive, hein, celle-ci, vous avez quand même 90% de fonds actions. Donc si vous faites face à un crack, au pire, vous allez perdre 17%, et si tout se passe bien, voilà, vous gagnez 106. Alors, c'est pas du garanti, c'est plutôt du backtesting. Donc, c'est qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez investi il y a 10 ans, 8 ans, dans cette configuration-là. Donc, ça vaut juste pour l'exemple. Vous faites ça sous votre responsabilité. Hein. Dans 8 ans, vous m'écrivez pas. Hein. On est d'accord. De toute façon, je serai peut-être plus là non plus. Donc voilà, donc vous avez vu... Oui, souriez, vous êtes filmé. Hein. Donc vous avez vu la partie financière, la partie liquidité. Vous avez compris que de toute façon, il va falloir bouger. Hein, 2016, il n'est pas réaliste de rester exactement dans la même configuration que 2015. Alors, vous allez bouger sur la partie financière, mais peut-être qu'il va falloir faire des arbitrages vers d'autres classes d'actifs et peut-être l'immobilier. Donc c'est formidable, ça me fait une transition toute trouvée avec Cédric Robillard, qui va nous parler des conditions de marché de l'immobilier d'habitation, qui est son dada. Vous êtes à Lille, hein, c'est ça? Enfin, à côté de Lille. Tout à fait. Et donc c'est un marché actif, Lille? Oui, ça marche assez dynamique. Ouais. Y compris sur l'habitation? Y compris sur l'habitation, ouais. Mais enfin, on va voir que l'habitation principale, c'est parce qu'il y a de plus dynamique. L'investissement immobilier l'est davantage, oui. Alors, quand on achète de l'immobilier, c'est rare qu'on l'achète comptant. On achète plutôt à crédit. On est d'accord? Alors, on voit de plus en plus d'achats comptants, notamment sur des investissements en location meublée. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que l'essentiel des investissements se fait par le biais de l'emprunt, tout à fait. Donc aujourd'hui, les conditions de crédit sont bonnes? Elles sont même excellentes. Bah, regardez la courbe, elle est formidable. On est au plus bas. Alors, on est au Est-ce qu'on est au plus bas?
Je pense que ça aura plutôt tendance à monter légèrement qu'à baisser davantage. Bien qu'on nous avait prédit une hausse des taux à la rentrée extraordinaire, puis finalement on s'aperçoit que les conditions d'emprunt sont encore excellentes. Ouais. On a monté, si j'ai bien compris, de 5 points de base, la dernière hausse, c'est-à-dire on est passé de 2,01 à 2,06. Ça reste encore assez raisonnable. C'est extrêmement bas. C'est extrêmement bas. D'ailleurs, je vais donner quelques éléments pour voir l'importance en fait de l'emprunt et de l'impact que ça a sur un crédit immobilier. Si je fais un emprunt sur 20 ans d'un projet de 150 000 euros et si j'emprunte à 2%, grosso modo, le revient de l'investissement, ça va être autour de 180 000 euros. Si j'emprunte à 3%, le coût de l'acquisition va augmenter de l'ordre de 10%. Donc vous voyez, l'intérêt quand même de profiter de ces taux bas, aujourd'hui, ça a vraiment un impact sur la rentabilité et sur le coût de l'investissement. Ok, donc les conditions de crédit sont bonnes. On peut imaginer que les taux remontent, mais visiblement, ils vont remonter doucement. Ça n'a pas l'air d'être... De toute façon, on peut même faire le parallèle avec l'OAT, parce que de toute façon, tout ça est corrélé. Ça remontera ce que ça remontera. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en tout cas, les conditions de marché sont bonnes, enfin favorables. Et pourtant, le marché immobilier n'a pas l'air de si bien se porter que ça. Pourquoi ? Alors il y a plusieurs raisons à ça. Alors, le marché de l'immobilier en général connaît une souffrance au niveau de l'offre. Il y a quand même assez peu de nouvelles constructions sur le marché. Alors ça, c'est lié quand même à un contexte qui est assez extraordinaire. C'est que non seulement on a une rareté au niveau des fonciers, on a aussi une instabilité juridique et fiscale. On a une grosse complexité également de la part des promoteurs pour obtenir des permis de construire. Donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui font que c'est quand même pas évident d'avoir une offre suffisante. Donc s'il n'y a pas assez d'offres, à la fois pour les investisseurs en investissement locatif, mais également pour l'action de la propriété, l'adéquation entre l'offre et la demande ne se fait pas. Alors c'est une des raisons, il y en a d'autres également. Donc c'est plutôt la slide suivante. Voilà. Voilà. Ouais. Oui, alors j'ai fait un point également sur ça. Alors, tout de même, les professionnels de l'immobilier à 63% sont très confiants dans l'avenir. Donc c'est lié, on l'a évoqué précédemment, au niveau des taux qui sont bas. Donc les augmentations tout de même qu'on a eues entre les dernières et cette année au premier semestre, on a quand même sur notamment la loi Pinel, donc l'investissement immobilier principal, on a une augmentation de l'ordre de 66%, ce qui est assez énorme, sur niveau de vente. Alors après, ça a relativisé puisque l'année 2014 n'a quand même pas été exceptionnelle. Donc on peut se féliciter d'avoir cette embellie, mais il y a un contexte qui est quand même assez particulier. Alors, je voudrais revenir sur un point et faire peut-être le lien entre le crédit immobilier qui est bas et finalement l'offre qui est plutôt assez faible. Nous, on entend beaucoup autour de nous de lecteurs qui se plaignent du fait que finalement les banques ne prêteraient pas tant que ça, ou difficilement. Est-ce que c'est votre ressenti ? Bon. On peut en parler. Alors c'est vrai que le sujet des banques il est important puisque les banques. Est-ce qu'il y a des banquiers dans la salle ? Les banques on a besoin, ce sont des partenaires privilégiés évidemment pour faire appel à l'investissement. Maintenant on a plusieurs contraintes au niveau des banques. C'est qu'elles demandent des garanties de plus en plus conséquentes. Il faut savoir également qu'il y a eu comme beaucoup de renégociations de prêts qui ont été faites suite à la baisse et que, alors non, officiellement on ne doit pas le dire, mais quand même ils ont des quotas et certains ont eu leur quantité, leur quota d'offres de prêts. Et des fois, pour des raisons qu'on ne comprend pas toujours, les dossiers ne sont pas acceptés. Alors ça, c'est un peu particulier. Vous avez des exemples ? Alors, moi, j'ai eu un dossier il n'y a pas longtemps où la banque n'a pas financé parce que l'investissement immobilier ne se faisait pas dans la ville du client. Donc je trouvais ça assez extraordinaire. Mais quel rapport ? Eh bien, il n'y en a aucun. On est d'accord. Hein. Bon. Donc si on arrive à trouver un banquier sympa, donc éventuellement quelqu'un de sa famille, c'est plus simple, si on a un banquier dans sa famille. Vers quoi vous allez pouvoir l'orienter ? Parce que, comme vous dites, 26 000, près de 25 000 ventes l'an dernier. Donc le marché n'est quand même pas extraordinairement large. Ouais, on revient à des niveaux de vente de 2011 en fait. Hein. Donc vers quoi est-ce qu'on va pouvoir les orienter ? Alors effectivement, à chaque fois, on parle des dispositifs existants. Et j'y arrive, voilà. Donc il y a la fameuse loi Pinel. Est-ce que c'est un dispositif qui aujourd'hui est attractif pour les acquéreurs ? Alors la loi Pinel, plusieurs choses. Alors juste je refais un point parce que ça m'est revenu. Une des raisons qui fait que la banque ne finance pas toujours les projets, en tout cas d'autres personnes, c'est parce qu'elles-mêmes proposent ce type de support et qu'elles souvent elles préfèrent financer ces produits
que financer les produits qui sont proposés par d'autres partenaires. Alors sur la loi Pinel, plusieurs choses de leur succès. À ma droite, ça se gratouille la gorge à ma droite. Voilà, non, je vais rajouter que c'est la même chose pour les SCPI. C'est clair, on a le même problème, puisque les banques détiennent également, en tous les cas, ont des sociétés de gestion qui gèrent et qui développent des SCPI. Et moi, j'ai eu souvent le cas d'un client qui va voir sa banque, qui demande à financer des SCPI de notre groupe, et là, le banquier lui dit, non, je veux bien vous financer des parts de SCPI si vous prenez les miennes. Et on a le même problème sur le financier. Voilà. Ou vous allez voir la Société Générale ou Crédit Agricole et ils vont vous dire, comme par hasard, j'ai Amundi qui est derrière. Amundi qui pèse juste 777 milliards d'euros d'encours en Europe. C'est la plus grosse société de gestion en Europe. Il n'y a pas conflit d'intérêt. Juste... Ce qu'on pourrait peut-être conseiller, Frédéric, c'est d'éviter de dire quel produit vous allez acheter, justement, ou sur quel produit vous vous positionnez dans un premier temps, afin déjà d'obtenir, je dirais, un préaccord de prêt. Sinon, c'est clair, ils vont essayer de vous donner les produits maison. Voilà, Frédéric le dit d'une autre manière. On fait une grosse parenthèse, mais c'est vrai que dans tout métier, un expert, c'est quoi? Un expert, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine spécifique. Si on vend des portables, de l'assurance, du crédit et tout, je pense qu'on n'est plus tout à fait un expert. Je ferme la parenthèse sur cette partie-là. Donc ça, c'était les 5 minutes des banquiers. Hein. Allez. On est d'accord. Bon, malgré tout, on a un banquier sympa qui nous prête de l'argent. Bon, c'est pas hypothétique, hein, ça arrive quand même. Heureusement, il y a plein de banquiers professionnels et compétents, on en a besoin. Formidable. Évidemment. Donc on va lui dire, voilà, monsieur le banquier, je vais investir dans un dispositif Pinel, donc je vais acheter du neuf, etc. Qu'est-ce que vous dites, vous, à votre client? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des bons programmes? Est-ce que c'est rentable? Et est-ce qu'il y a des chances pour que dans 9, 10, 15 ans, on puisse faire des plus-values à la sortie de ce programme? Voilà. Alors, beaucoup de choses en même temps. Pour parler à la loi Pinel, on va essayer de donner quelques petites astuces concrètes quand même sur ce type d'achat. Alors, de toute façon, ça a toujours été, que ce soit Pinel ou les anciens dispositifs, le dispositif est important. La loi Pinel est intéressante dans le sens où elle amène une souplesse, la possibilité de louer les ascendants-descendants, c'est des choses que vous savez, et puis également la possibilité de choisir sur la durée de location sur 6 ans, 9 ans et 12 ans. Donc c'est vrai que c'est un gros plus. Maintenant, il est vrai que le rêve de pouvoir à la fois acheter, défiscaliser, pouvoir y habiter, peut-être mettre à ses enfants, souvent on retrouve que les investisseurs ils confondent un petit peu tous et tout, ils veulent tout faire en même temps, et il faut dès le départ définir à quoi ça sert, pourquoi on fait le placement. Pour faire un bon placement avec une mesure fiscale, ce qui compte c'est le support. Donc un support, vous savez tous que c'est un emplacement, mais c'est pas que ça. C'est également acheter à un prix qui est cohérent, et c'est également acheter des projets qui sont adaptés par rapport à la typologie de personnes qui ont ce type de bien. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, si on va s'éloigner un petit peu de la ville pour aller sur des appartements, peut-être qu'en ville, les gens auraient préféré avoir des maisons. Je donne un exemple comme ça concret. Si on a des maisons, peut-être qu'autour, ça serait pas mal d'avoir des transports, d'avoir des écoles. Donc voilà, il faut adapter le projet par rapport à la typologie de bien. Donc ça, c'est la première chose à faire. Hein. On surveille la qualité du bien, son emplacement, le fait qu'il réponde effectivement à la demande du marché, parce que c'est quand même primordial, donc on puisse trouver des locataires. Au-delà de ça, on a un amortissement fiscal qui va nous apporter 12, 18, 21% du prix de revient du bien. On va jusqu'à une réduction de 21% sur 12 ans. C'est quand même assez énorme, hein. Il faut se rendre compte, la réduction elle est extrêmement importante. C'est quand même assez surprenant que compte tenu des dispositifs fiscaux qu'on a depuis dernières années, que les investisseurs finalement n'ont pas plus déclenché les investissements. C'est ce que disait tout à l'heure mon confrère, c'est qu'aujourd'hui en fait il y a la peur, il y a une aversion au risque. Mais n'ayons pas peur, je pourrais dire pour dédramatiser, on n'est pas à l'abri de gagner de l'argent. N'ayez pas peur d'investir. Il y a quand même des solutions intéressantes. Si on a bien fait attention au prix d'achat et au type de projet, on fait de bonnes affaires. Donc Pinel, mieux que Duflot. Disons qu'on va dire que Mme Duflot elle a fait le succès de la loi Pinel. D'accord. Quand même, d'une certaine façon, parce que beaucoup de monde a retardé son achat en Duflot pour faire du Pinel. C'est un petit peu mieux, je ne vais pas dire que ça a transformé, mais oui, il y a certaines souplesses qui sont quand même pas mal. Il n'y a pas que le Pinel dans la vie? Tout à fait. Vous avez aussi les résidences de service. Voilà. Alors nous aimons beaucoup les résidences de service, et vous allez aimer aussi parce que les résidences de service, c'est un actif qui n'est pas forcément très connu, mais sur lesquels il y a des besoins énormes. Les logements étudiants, il faut savoir que le taux de couverture, la capacité à répondre aux besoins de logement sur Paris, c'est 2%.
Donc il y a un chantier énorme. Le tourisme, le secteur du tourisme, c'est un secteur aussi, il y a des besoins importants. Le tourisme, pour rappel, c'est 7% du PIB en France. C'est quand même un acteur majeur. Et puis aujourd'hui, on a près de 80 millions de visiteurs par an en touristes. On en aura d'ici 2020 environ 100 millions. Par contre, on est seulement en 3e position en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il faut qu'on monte en gamme en termes de services. Les résidences d'affaires, les résidences seniors et EHPAD, vous savez très bien qu'il y a des besoins qui sont assez énormes sur ces secteurs. La particularité de ce type d'investissement, c'est que c'est la gestion clé en main, votre locataire et le gestionnaire exploitant de la résidence qui va non seulement louer un actif immobilier et proposer des services. Donc on est d'accord, hein, le principe, j'achète un bien, il est meublé, je le donne en location à un gestionnaire qui lui-même va s'occuper de le remplir avec la typologie de clients qui est prévue par le biais de fonctionnement. Tout à fait. Et lui, en contrepartie, va vous reverser un loyer. C'est ça. Mais ce loyer, est-ce qu'il est garanti ? Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir toucher ce même loyer tout au long de la durée de vie de l'investissement ? Est-ce qu'il n'y a pas des accidents ? Alors, effectivement, le contrat qui est passé avec le gestionnaire, c'est un bail commercial. Les baux commerciaux sont généralement signés sur des durées d'environ 9 ans, qui vont jusqu'à 11 ans et 9 mois. Est-ce qu'un bail commercial, c'est une garantie absolue ? C'est une forte garantie quand même sur l'engagement du gestionnaire, puisque le gestionnaire lui-même a quand même investi l'argent dans la résidence. Souvent, il a acheté une partie des parties communes, la restauration. Donc j'ai envie de dire, il n'a pas envie de vous quitter. Et puis les gains potentiels pour le gestionnaire sont quand même importants. Donc il y a quand même assez peu de chances que le gestionnaire vous lâche et qu'il ne conduise pas le bail dans les mêmes conditions. Mais ceci dit, c'est quand même souvent arrivé dans le passé, parce qu'il y a une époque, les indices d'augmentation de loyer étaient basés sur l'indice du coût de la construction. Ce qui veut dire qu'on avait quand même un gestionnaire, un exploitant, qui a dû reverser un loyer qui était de 40-50% supérieur à ce qu'il avait prévu au départ. Alors quand vous arrivez à un niveau de reversion avec des rentabilités à 9%, et qu'à un moment ou à un autre, le gestionnaire se dit « Oh là là, stop, moi 9%, là, mon modèle économique, il est plus bon », il ne faut pas s'étonner si, au bout de 9 ans, il demande peut-être d'avoir quelque chose qui soit cohérent pour tout le monde. Si on arrive à 9 et qu'on rebaisse à 5 ou 6, c'est quand même pas mal, eu égard à ce qu'on a sur le marché. Alors je ne dis pas que les baisses sont d'autant, mais j'ai attention, il y a des amalgames sur le fait qu'on dise systématiquement c'est renégocié. Moi, ça fait 14 ans que je fais ce métier. On n'a jamais eu un baux de nos partenaires qui a été renégocié. Il a toujours été reconduit tacitement. Mais pour que ça fonctionne, il faut d'une part acheter à un bon prix. Il faut une enseigne de qualité et un bail qui est gagnant-gagnant. Si vous achetez à un prix cohérent sur le marché, c'est-à-dire que le gestionnaire, il a besoin finalement, il pourra très rapidement avoir un retour sur investissement qui fait vivre son activité, et s'il gagne de l'argent, et ben de ce fait-là, évidemment, il n'aura aucune difficulté à reverser le loyer. C'est une très bonne solution d'investissement clé en main, et je pense que c'est un des meilleurs placements pour faire des revenus complémentaires pour la retraite. Alors, j'ai cru comprendre, alors ceci dit, ça c'est un format idéal, dans un monde idéal, mais il semblerait que certains gestionnaires effectivement commencent un petit peu à baisser leur taux de rentabilité, commencent à renégocier, et y compris sur des dispositifs qu'on a vantés pendant des années, parce que paraît-il que la demande était très importante, c'est celle des EHPAD, où on nous explique quand même grosso modo que la population vieillissante, les besoins de les accueillir sont de plus en plus importants. Et là, pourtant, il semblerait que ce soit un marché porteur, on voit certains acteurs qui aujourd'hui commencent un peu à tirer la langue. C'est quand même pas forcément de très bon augure pour l'avenir, non ? Alors c'est particulier le marché des EHPAD. Il faut savoir que l'EHPAD, les ouvertures d'établissements sont contingentées. Il faut savoir qu'une chambre d'EHPAD, ça coûte pas loin de 1 500 € par mois en conseil de région. Ça coûte un peu d'argent. Depuis 2010, il n'y a pas eu une seule ouverture nouvelle d'EHPAD. Compte tenu du vieillissement de la population, il faudra à peu près 10 000 lits supplémentaires par an pour répondre aux besoins. Donc on est quand même sur un marché avec des perspectives qui sont extraordinaires. Ce qui fait que d'ailleurs que même nous sur nos produits, en EHPAD en général, on n'a même pas de plaquette de présentation parce qu'il n'y a pas besoin de communiquer. Quand on a une résidence en EHPAD qui sort, en général, en 2-3 jours, elle est commercialisée. Donc c'est un marché porteur. Maintenant, quand on a la question de savoir s'il y a des EHPAD qui ont été mal gérés ou le bail a été moins ficelé, ben effectivement, il y a des acteurs sur le marché qui se sont plantés parce qu'encore une fois, il n'y avait pas la cohérence entre le nombre de logements, les services, la typologie, les emplacements, et donc il y a des erreurs. D'où l'intérêt de faire très attention au prix d'achat et aux emplacements. Et quand on a fait attention à ça, il ne faut pas avoir peur, on peut se lancer, on fait de très bonnes opérations. Mais nous, en tant que particulier, on a les capacités de vérifier tous ces points-là, ou il faut s'adresser à qui d'ailleurs ? À vous ? Enfin, à vous, CGP ? Alors, effectivement, l'avantage d'un cabinet indépendant, par définition, c'est qu'il est indépendant. C'est-à-dire qu'il n'est pas formaté à forcément proposer un produit
On va dire, ben voilà, mon produit, c'est plus beau, le meilleur. On va pouvoir donner des comparaisons et des avantages, inconvénients, et on va pouvoir décortiquer avec le client le bail. C'est-à-dire que dans un bail, on distingue les charges qui sont payables par l'investisseur et des charges qui vont être payables également par le gestionnaire. Donc il faut qu'on reste cohérent pour que la rentabilité soit intéressante des deux côtés. Donc l'avis de l'expert est extrêmement intéressante, mais vous aussi avec du bon sens. Et d'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont assez impressionné aujourd'hui, qui avaient une grande connaissance du marché et qui avaient beaucoup de bon sens. Et donc je pense que ces gens-là font de très bonnes affaires. Voilà, donc ça c'est un point sur la résidence-service. Je crois qu'il y a une conférence qui était entièrement dédiée à ce dispositif. Nous, on en parle aussi assez fréquemment. Mais alors vous m'avez parlé d'un produit que je ne connaissais pas, qui s'appelle le viager mutualisé. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, écoutez, très content de parler de ce placement. On va redécouvrir le viager. Il faut savoir que le viager, c'est pas nouveau. Le viager, ça dépend du code Napoléon, du code civil. Donc, c'est une formule de vente. Le viager, c'est quoi ? C'est un acte notarié. Alors, quand on pense au viager, alors on a toujours deux sujets. On a le film Le Viager et le cas Jeanne Calment. Donc, ce sont tout de suite, pour planter le décor, ce sont les deux sujets qui sont présentés. Le viager, c'est quoi finalement ? C'est une personne qui est propriétaire d'un bien, qui souhaite rester chez lui, qui souvent n'a pas de descendants, et qui se dit, tiens, à mon décès, plutôt que l'argent parte à l'État, ça serait pas idiot que je reste chez moi, et puis que je m'achète une rente, je m'achète un confort de vie, comme ça je garde mes voisins, mes voisines, les commerces, je suis chez moi. Et comment ça se passe ? On passe chez le notaire, donc c'est un acte notarié, c'est important, c'est-à-dire qu'on achète, c'est pas du Madoff, on achète clairement quelque chose qui est concret, c'est par acte notarié. L'acheteur paye un bouquet, c'est une sorte d'apport, et ensuite on verse une rente à vie. Donc ça, c'est le viager classique. Nous, ce qu'on a voulu développer, on s'est dit, tiens, d'une part, pour une question d'éthique, j'ai pas envie que les investisseurs, finalement, aient un visage sur le vendeur. Alors, le marché du viager, c'est un marché de deux peureux. C'est un acheteur, finalement, qui a peur que la personne, que le bien lui coûte très cher, simplement que la personne vive très longtemps, le cas Jeanne Calment. Et puis, c'est un marché aussi de peureux parce que le propriétaire, il a peur de ne pas se faire payer la rente. Ce qui fait que c'est un marché où il y a plus de 5000 biens en vente sur la Côte d'Azur. Chaque année, il y a seulement 500 transactions. C'est un marché d'avenir, c'est vraiment énorme. Alors, donc, mutualiser, ça veut dire que vous achetez plusieurs viagers en même temps avec plusieurs investisseurs ? L'idée, c'est que plutôt que d'avoir la contrainte d'aléa, finalement, du durée de versement de la rente, en mutualisant sur 10, 15, 20, 30 biens, on va arriver à des stades de l'INSEE, l'idée est très bonne, et on mutualise le risque aussi bien pour l'acheteur que pour le vendeur, puisque les sommes d'argent, on va créer des fonds, les sommes d'argent qu'on va collecter vont permettre d'avoir des réserves de 8 à 10 ans pour verser les rentes. Donc ça rassure le propriétaire de savoir qu'il sera payé, c'est quand même important pour lui d'avoir ses revenus, et pour l'investisseur, c'est très intéressant de savoir, tiens, j'ai pas acheté un bien, mais j'ai acheté des parts d'une société qui a acheté plusieurs biens. Nous, on travaille essentiellement sur la Côte d'Azur et Paris, parce que c'est là où il y a les marchés, et puis parce qu'on a besoin d'avoir de sociétés qui suivent également ces personnes-là. C'est important d'avoir cette éthique de suivi. Mais du coup, l'acheteur, lui, il n'est pas dans l'optique de pouvoir habiter un jour un des biens qu'il a acheté. Tout à fait. J'ai tendance à dire que mon métier, c'est uniquement de faire gagner de l'argent. On n'est pas une agence immobilière, on est vraiment dans la finance. Donc en fait, on n'est pas dans un produit classique de viager, si je comprends bien, où on achète pour pouvoir habiter plus tard, mais on est dans le cadre d'un produit financier, entre guillemets, dans lequel en fait, on cherche du rendement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. L'idée, c'est d'acheter des biens des gens qui ont en moyenne 80 ans. On mutualise. Alors, ce qui est intéressant, c'est le fait de mutualiser. On peut reprendre des statistiques de l'INSEE, et sachant que dans nos contrats, il y a une particularité, c'est la notion de réserve de droit d'usage. Qu'est-ce que c'est que le droit d'usage et d'habitation ? Ça veut dire que si la personne, à un moment ou à un autre, son logement n'est pas adapté et qu'elle quitte le logement, on continue à lui verser sa rente, si elle part maison de retraite ou ailleurs. Par contre, on pourra déjà revendre le bien. Et ça, c'est important parce que ça permet de fluidifier. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, on vit plus longtemps, et tant mieux. Mais par contre, parfois, on a besoin d'aide à domicile, de services. Et donc, des fois, on doit quitter le logement. Je vous donne juste simplement une statistique. Entre 80 et 85 ans, il y a 58% de la population française qui soit décède, soit quitte le logement. Donc ça veut dire que dans nos investissements, on sait qu'on a près de 58% des biens qui vont être libérés entre 80 et 85 ans. Chaque bien revendu permet d'en racheter 2 ou 3. Donc je vous laisse faire vos calculs, mais sur 10 ans, ça commence à être intéressant. Ok, donc on l'a compris, un produit financier. Je pense que vous aurez des questions sur ce point-là. Donc on a brossé, vous avez vu, les produits financiers, les liquidités, l'assurance vie, la bourse, l'immobilier d'habitation.
Maintenant, il nous reste, avec Daniel François Brasier, à faire un tour d'horizon quand même sur une autre classe d'actifs qui a pour habitude d'être quand même extrêmement rentable, qui est celle de l'immobilier d'entreprise. Absolument, qui a fait ses preuves. On verra tout à l'heure au travers de quel support, mais on va déjà faire un point, je dirais, général, puisque Frédéric me l'a demandé. Alors excusez-moi pour la voix, et je passe en dernier, je vous remercie d'être resté. On va faire un petit point, un petit focus sur le marché immobilier d'entreprise en France, en s'arrêtant sur un certain nombre de classes d'actifs sur justement ce marché. Donc sur ce marché tertiaire, nous avons des bureaux, bien sûr, des commerces, des locaux d'activité et logistique, et ce que je vais appeler du service. Alors du service, tout à l'heure, on en a un petit peu parlé au travers d'hôtels ou d'autres typologies. Donc quand on regarde le marché, par exemple, de 2014, il a été de l'ordre, en termes d'investissement, de l'ordre de 26 milliards, alors qu'il avait été au plus haut en 2007, avant la crise de 2008 justement, d'un petit peu plus de 30 milliards. Sur cette année, on devrait friser les 12-15 milliards d'euros. Voilà, ça c'est sur un marché global, bien sûr. Donc ça veut dire, je arrête sur ce point-là, donc ça veut dire quand même que les investisseurs aujourd'hui ont confiance dans cette classe d'actifs. Bien sûr. On réinvestit massivement. Tout à fait. Okay. Alors, ce que je vais juste dire là, c'est ce que représentent justement ces classes d'actifs en termes de capitalisation. Excusez-moi, vraiment, je n'ai pas l'habitude d'avoir cette voix-là, mais c'est assez compliqué. Hier, je ne pouvais pas parler du tout et avant-hier non plus. Alors, les bureaux représentent à peu près 60% des actifs globaux, les commerces 24%, l'immobilier de service 11%, et on a vu que l'activité, l'entrepôt, on va mettre ça dans la même famille, représente à peu près 6%. C'est ce que vous avez sur le camembert. Absolument. Je crois que ça, c'est important. Avant de passer au rendement, parce que je sais bien que c'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Alors, sur les rendements, on va passer peut-être sur les... on va passer au slide suivant. Hop. Voilà. Alors, j'avais fait 3 slides, mais Frédéric nous a un petit peu coupé les ailes. Tant pis. Il nous a mis celui des commerces. Je dirais quand même un mot sur celui des bureaux. Voilà. Ouais. Sur celui des bureaux. Bon, par exemple, en Île-de-France, nous détenons à peu près 53 millions de mètres carrés, dont une trentaine de millions dans le Grand Paris. Il faut savoir que sur le Grand Londres, il n'y a que 20 millions de mètres carrés. Donc vous voyez qu'on est très en avance sur ce segment-là. Également pour Munich. Pour ce qui est donc des taux de rendement, je vais vous donner un ordre d'idée justement sur la France, l'Allemagne et Londres. L'Allemagne, c'est un petit peu particulier puisqu'avec tous les Länder, on a effectivement des villes différentes. Je viens vous donner Munich en termes de surface, mais je vais vous donner Berlin en termes de taux. Alors Paris, par exemple, fin 2014, nous avions des rendements de l'ordre de 4%. Là, je parle sur des actifs situés en prime. Alors là, on est dans notre jargon, mais le prime, qu'est-ce que c'est ? C'est tout le secteur où vous êtes ici, par exemple. C'est vraiment le centre de Paris, tout le croissant d'or de Paris. Ça peut être aussi dans du prime en région. Ça peut être certaines villes, comme Lyon, dans certains secteurs de Lyon, la Part-Dieu, par exemple, ou bien sur Marseille, notamment sur les docks, où vous savez tous qu'un certain nombre d'actifs ont été transformés. Donc pour ce qui est de Paris, je vous disais 4% au 4T. Pour ce qui est de Londres, au 4T, 3,5. Et pour ce qui est de Berlin, 4,5. Pour le deuxième trimestre 2015, donc vous voyez assez récemment, on est passé de 4 à 3,65 à Paris, à 3,50, donc on est resté flat sur Londres, et à Berlin à 4,40. Donc on reste relativement étal également sur Berlin. Il y a vraiment que sur Paris où on baisse encore un petit peu en termes de taux de rendement. Encore une fois, c'est sur du prime. Ne croyez pas que les SCPI n'investissent que sur du prime. On va y revenir, on va y revenir après. Donc là, vous avez un slide sur les commerces. Ce qui est important de souligner, c'est que sur les commerces en Île-de-France, on a vraiment une situation très équilibrée en termes de surface. Vous voyez, quand vous voyez les 13,5 millions de mètres carrés, ils sont équilibrés à la fois en pieds d'immeubles, à la fois en centres commerciaux et à la fois en retail. Et quand vous voyez la région,
c'est pas du tout la même chose. Vous voyez bien que les retail sont le double par rapport aux surfaces de pieds d'immeubles, notamment qui existent sur les mêmes régions. Alors en termes de taux, là aussi, vous allez voir qu'on a vraiment une grosse disparité. Je vais prendre par exemple janvier 2014. En pieds d'immeuble, nous étions à 3,75. Là, c'est surtout sur Paris, encore une fois, parce qu'on n'a pas vraiment de taux moyennés sur la région. Pourquoi? Parce qu'il y a des grosses disparités selon les régions. Évidemment, si on est à Lille ou si on est à Amiens ou si on est à Lyon, et selon, je dirais, l'endroit. Donc, 3,75 en pied d'immeuble à Paris en janvier 2014. Nous étions à 3,50 en janvier 2015. Et là, en juin, on baisse à 3. Donc, vous voyez, tout ça, effectivement, nous amène à constater, je dirais, une baisse des taux globaux. Sur les centres commerciaux, on était à 5 en janvier 2014, 4,5 en janvier 2015 et 4,25 en juin 2015. Là encore, une baisse des taux. Et je vais vous expliquer quelle en est la raison. Parc d'activité commerciale, on était à 6% en janvier 2015. 2014, 5,75 en 2015 et 5,5 en juin 2015. Alors, quelle en est la raison fondamentale, Frédéric? Oui, non, c'est ça. Non, c'est moi qui pose la question. Pourquoi ça baisse? La raison, vous l'avez vu, c'est qu'en fait, en termes d'investissement, clairement, on a de plus en plus d'acteurs qui viennent sur ce marché. Vous avez vu qu'il y a une grosse évolution sur ce marché, plus de 100% d'évolution entre 2013 et 2014. Ça veut dire qu'aujourd'hui, jusque-là, on était très peu d'acteurs sur ce type de marché. Aujourd'hui, bon, je passe les centres commerciaux avec les pierres et autres, laissons ça, c'est vraiment très particulier. Mais tout ce qui était boutique ou bien justement ce qu'on appelle les parcs d'activité. Alors les parcs d'activité, vous avez dû comprendre, moi c'est ce que j'appelle dans mon jargon les retail. Les retail, vous savez, c'est ces boîtes que vous trouvez en région parisienne ou bien en région, justement. C'est un peu des cubes sur lesquels vous allez retrouver toutes les mêmes marques, les Toys R Us, etc. etc. Je peux intervenir? Au contraire. Il va poser une question. Oui, c'était juste... Monsieur le Duc, à vous. Une première réflexion qui pourrait, je pense peut-être aussi qui pourrait intervenir, c'est... Moi, ma question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas en liquidité sur un plafond et qu'à un moment donné, il y a un risque liquidité? On sait très bien que sur ce genre il y a eu 2008, où il y a on a essayé d'améliorer la liquidité, notamment sur... Non, là, on n'est pas en parle de SCPI, on parle de l'immobilier de manière générale. Oui, tout à fait. Mais et alors, justement, c'est parce qu'on a un afflux de liquidité, ce que vous disiez tout à l'heure, qui fait que nous avons des taux qui baissent. Vous avez vu, on a augmenté de 100% entre 2013 et 2014 sur cette classe d'actifs, d'où une baisse, évidemment, de la rentabilité prime, encore une fois, pas moyenne. La sucette, allez-y, comme ça. Non, mais on a un hôtel très, très connu à Paris qui a été racheté, c'était début d'année ou fin d'année, c'est très récent, qui a atteint des sommes extraordinaires. Et voilà, est-ce qu'on n'atteint pas des risques sur certains biens vendus avec des sommets? Alors bien sûr, je crois que c'était une entreprise chinoise qui avait acheté ça en disant, de toute façon, c'est un actif prime sur un cœur de cible à Paris, ou qui est un des meilleurs... Là, vous citez des cas d'exception. D'accord. Des cas d'exception, il y en a partout. Moi, j'ai des confrères qui investissent à 3,5%, ce qui n'est pas mon cas. On verra tout à l'heure, on en parlera. Alors, parce que justement, moi, j'aurais qu'on fasse le lien entre ce qu'on vient de se dire, effectivement. Absolument. Parce qu'on a des taux de rendement qui ne sont pas inintéressants, prime. mais on est bien en prime, si on est d'accord. Aujourd'hui, on va revenir sur le fait qu'aujourd'hui, normalement, le tertiaire, c'est a priori l'immobilier le plus rentable. Oui. Là, pour l'instant, vous nous faites rêver qu'à moitié. Non. Parce qu'on n'a fait que la moitié du rendement. Oui, je fais rêver qu'à moitié, je constate les taux d'aujourd'hui. Attention, on a eu des taux très différents. Et encore une fois, on va voir, peut-être, si on peut passer au slide suivant. Je ne sais pas, on va voir. Ah, c'est tout blanc. Diable. Ah si, regardez, c'est formidable, ils nous ont fait une animation. C'est magnifique. Alors, effectivement, le véhicule idéal pour investir dans l'immobilier d'entreprise, c'est certainement pas d'aller acheter soi-même un bureau, une surface commerciale. D'abord, ça coûte très cher. Alors, Frédéric, vous le dites, c'est ça, c'est très important. C'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer. C'est pas de la mise de fonds, elle est extrêmement importante. Donc, heureusement que vous êtes là. Ben oui. En fait, clairement, elle peut être
on va dire, de 2 millions ou d'1 million si vous êtes en région, dans des parcs d'activité désuets. Voilà. Ouais. Et là, effectivement, vous allez trouver de la rentabilité, mais attention, 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 ça peut être bon pour un utilisateur, mais en tous les cas, pas pour un investisseur. Ou alors, donc la seule solution, c'est donc d'investir via la pierre-papier, donc la fameuse SCPI dont on connaît tous à peu près le fonctionnement. Alors, donc, on va rappeler un petit peu l'historique, justement. Allez-y. Hein, l'historique, là, vous ne l'avez pas en slide. Je vais juste dire 2 mots quand même de cette pierre-papier, notamment des SCPI, qui ont extrêmement évolué ces dernières années, notamment depuis 2013. Donc, tout le monde sait un petit peu l'origine. Elles ont été créées dans les années 70. Aujourd'hui, elles connaissent un renouveau, si je puis dire, grâce à la directive AIFM. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? De quoi elle est en train de nous parler? Bon, cette directive AIFM est entrée en vigueur le 22 juillet 2013. Elle a classé nos SCPI dans une classe d'actifs qui sont les fonds d'investissement immobilier, c'est-à-dire les FIA, et dans la catégorie des OPC. Alors vous allez voir tout de suite le lien. Frédéric va vous faire. Beaucoup de gros mots tout ça, hein, FIA, non, OPC. Non. Alors les OPC, vous connaissez tous les OPCVM. Nous sommes un OPC. Donc un organisme de placement collectif. Absolument. Ça veut dire qu'on a une classification, on a une reconnaissance, on est vraiment, je dirais, là, répertorié, régulé par l'AMF. Clairement, c'est important. Et je me suis aussi, j'ai été un petit peu le porte-parole face à mes associés qui ne comprenaient pas bien pourquoi ce changement. Anciennement, nous étions dans un truc un petit peu comme les forêts. Il y a des gens de l'AMF, ils doivent drôlement rigoler. On ne nous trouvait pas. Aujourd'hui, il est clair qu'on est dans les OPC, les FIA. Alors, les fonds d'investissement alternatifs, c'est la seule chose qui ne me plaît pas. Mais pourquoi on est là-dedans? Eh bien, parce qu'effectivement, on n'est pas coté. Donc, clairement, on est dans des fonds réglementés. Il faut que vous sachiez que les subprimes, ce n'est pas du tout une référence, sont dans les FIA. Mais néanmoins, nous ne sommes pas du tout des subprimes. Ça nous rassure beaucoup. Eh bien, non, ça devrait vous rassurer. On est extrêmement réglementé. D'accord. Donc, ça, c'est le premier point positif, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes surveillé très près par l'AMF. Absolument. Et donc, on est un OPC, vraiment. Voilà. Donc, c'est vraiment important. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que votre part de SCPI, c'est une part nominative. Alors, je ne vais pas vous apprendre quelque chose. Vous savez qu'une SCPI, en termes, je dirais, juridiques, c'est un petit peu l'ancêtre de la SCI. Alors, évidemment, ça a été une grosse difficulté au moment de ce passage à IFM pour certains associés. Je dirais que ceux qui veulent créer une SCI, ils peuvent la créer, il n'y a aucun problème. Mais une SCI, quand elle détient 10 associés, c'est le bout du monde. Nous avons des SCPI qui détiennent 3000 associés. À ce moment-là, on n'est plus dans un produit de copain, on est dans un produit d'épargne, clairement. On est d'accord. Voilà. Donc, l'objectif d'une SCPI, on l'a vu tout à l'heure, c'est d'acheter et de gérer un patrimoine immobilier locatif qui a été élargi justement depuis l'AIFM selon des règles extrêmement strictes de ratio. Tout le monde sait que dans nos produits financiers, il y a des ratios, à des participations soit dans des SCI, soit dans des SCPI, soit dans des OPCI. Et je sais que ça le démange de me parler des OPCI. Je vais juste on en parlera tout à l'heure. Voilà, juste dire une chose dans les SCI. J'ai raté beaucoup d'opérations parce que nous ne pouvions pas acheter, par exemple, des pieds d'immeubles qui étaient dans une SCI, que le vendeur, lui, n'avait aucun intérêt à vendre son actif, c'est-à-dire ses murs en direct, mais avait de l'intérêt à vendre ses parts de SCI. Donc, clairement, là encore, il faut que vous ayez un gérant qui soit un gérant sérieux, un gestionnaire sérieux. Et puis, la SCPI, non seulement la société de gestion a un visa, mais la SCPI a un visa également délivré par l'AMF. Donc il est clair que tout ceci est extrêmement important. On a, nous, une obligation d'information régulière. Quand je dis régulière, elle est trimestrielle. Vous avez un bulletin d'information extrêmement précis. Vous avez également un rapport annuel. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en préambule. Ce sont des parts nominatives. C'est extrêmement important. C'est un peu différent de l'OPCI, justement. Alors, on a bien compris que vous étiez une profession réglementée. Tout à fait. Vous étiez très surveillé. Absolument. Que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi.
Mais tout ça dans quel but? Parce que quand même, investir dans la SCPI, il y a clairement un intérêt pour le porteur de parts. Oui. Hein, plutôt que d'investir en direct, il va investir dans les parts de la SCPI. Donc les avantages, on les connaît. Vous allez me les rappeler. Absolument. C'est la constitution progressive, évidemment, d'un capital, un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur d'autres classes d'actifs. Bon, là, on peut investir dans les SCPI à partir de 1 000 €. Vous allez me dire, c'est pas ce que je vais avoir comme revenu avec 1 000 €. Mais j'ai beaucoup d'associés qui rentrent et qui disent, je vais acheter 10 parts pour voir. Bon, il n'y a pas de problème. Je les accueille aussi gentiment que certains qui en mettent 100 ou bien 500. Ce n'est pas le problème. On peut aussi utiliser, puisque rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est du nominatif. On est dans une fiscalité immobilière. Vous allez voir tout à l'heure, justement, on l'a notifié. C'est un produit qui est transparent fiscalement. Donc ça veut dire fiscalité immobilière essentiellement. Et donc clairement, vous pouvez acheter vos parts à crédit. Anciennement, la SCPI a toujours cette image de marque, Frédéric, qui était de dire ce sont des gens âgés qui achètent ça comme une rente. Aujourd'hui, on a un nouveau type de clientèle, justement, qui a 35 ans, par exemple, qui se constitue un patrimoine avec, par exemple, 20 000 € d'apport, 50 000 € de crédit sur 15 ans, compte tenu d'un taux marginal d'imposition de 30% et un crédit que j'ai pris volontairement très haut, puisque je l'ai pris à 3,5%. Donc, vous voyez, on est très haut. Eh bien, il aura une épargne mensuelle de 100 €. Vous allez me dire, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Alors, on est d'accord, ça procure beaucoup d'avantages, mais à chaque fois, moi, on me dit en contrepartie, mais c'est lourdement chargé. Alors non, ça, c'est vraiment, justement, alors là, ce que je récuse totalement. Allez-y, récusez. Alors, déjà, on verra tout à l'heure un tableau que j'aime beaucoup, mais on va peut-être pas le faire voir pour le moment. Non, on le garde sa surprise. En général, quand on vous donne un taux de rendement, le taux de rendement de l'année, par exemple, on vous le donne compte tenu des frais d'entrée. On n'a rien à cacher, tout est parfaitement transparent, je vous l'ai dit tout à l'heure. On a une transparence fiscale, certes, mais on a une transparence au niveau de l'information, justement, qui est donnée. Vous ouvrez un rapport annuel d'une SCPI, vous connaissez tout de la SCPI, ce qui n'est pas le cas de tous les produits, croyez-le. Alors, c'est vrai, on n'achète pas et on ne vend pas nos actifs tous les matins. On a, depuis l'AIFM, l'obligation... Bon, d'abord, on avait l'obligation de conserver nos actifs au moins 6 ans. On nous a réduit ce temps, c'est-à-dire qu'on peut maintenant faire des arbitrages au bout de 5 ans, mais il est clair que si un actif est bien placé, qu'il est rentable, qu'il a un bon locataire, on le conserve. Moi, j'ai quelques actifs dans Paris, inutile de vous dire que même, et ça m'est arrivé, l'année d'après, on me double le prix, je ne le vends pas puisque je vais payer de la plus-value et mes associés seraient pas ravis du tout de l'opération. Donc clairement, j'ai intérêt à les conserver. On a vu tout à l'heure la mutualisation, la diversification du risque, que ce soit géographique ou sectoriel, puisqu'on a vu qu'il existait plusieurs types de SCPI. Évidemment, une délégation totale de gestion. C'est la société de gestion qui a, je dirais, toute la responsabilité. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec les sociétés de gestion d'OPCVM, parce que c'est la même chose. Quand j'ai demandé mon visa à l'AMF, on m'a convoqué, puis on m'a dit « Madame François Brasier, j'espère que vous avez bien conscience de la responsabilité que vous avez. » Je l'avais avant, croyez-le. Donc clairement, ça veut dire nous collectons, nous investissons, nous vous versons du revenu trimestriel, et si vous sortez, nous nous occupons du marché. Donc, oui, donc la liquidité des parts, qui est quand même aussi un point important, parce que pendant très longtemps, vous avez souffert de cette illiquidité. Et de cette image, je ne veux pas entendre certains mots, mais de cette image qui faisait que la liquidité n'existait pas beaucoup, pour un problème, je dirais, de prix, qui était un prix de cession conseillé, qui n'existe plus depuis les réformes de 2002, puisque nous avons justement, avec la SPIM et l'AMF, et le régulateur, travailler sur ce marché qui a été régulé et qui fait que nous avons des rapprochements réguliers. Alors, si nous étions un acteur extrêmement important, nous pourrions faire comme des SICAV, rapprocher les parts toutes les semaines ou presque tous les jours. Chez nous, c'est 1 fois par mois. La mise en jouissance des parts, qui anciennement était trimestrielle, elle est aussi 1 fois par mois. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort en fin de mois, par exemple, il perd sa distribution en fin de mois.
quelqu'un qui rentre en fin de mois, il prend la distribution au premier jour du mois qui suit. D'accord. Donc ça, c'est les avantages. Tout à après, fait. aujourd'hui, est-ce qu'il y a un vaste choix sur les Alors, il y a un SCPI? vaste choix. Et je rajouterai celui que je n'ai pas dit, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, qui est la facilité de transmission, évidemment, avec le démembrement de propriété. Alors là, je ne vais pas vous le détailler, mais c'est extrêmement important. Là aussi, tout à l'heure, on parlait... c'est Bruno? Non, comment? Cédric. Avec Cédric, d'une analyse, je dirais, patrimoniale. Et c'est vrai que c'est très important, cette analyse patrimoniale, puisque justement, vous pouvez peut-être être à l'ISF, auquel cas, on va peut-être vous conseiller bien d'acheter vos parts en nue propriété. Vous êtes jeune, un peu plus jeune, vous êtes à l'ISF, vous achetez vos parts en nue propriété. Vos enfants ont besoin d'argent régulièrement. Donc vous pouvez très bien, effectivement, leur faire une donation de l'usufruit temporaire pendant une certaine période qui va leur assurer des revenus pour leur permettre de payer leurs études. Par exemple, l'inverse est vrai aussi. Vous êtes très âgé, vous avez besoin de revenus et donc vous donnez la nue propriété à vos enfants de part égale, puisque vous avez vu qu'en part, c'est assez simple. Hein, et vous gardez, vous, l'usufruit qui peut être mis sur 2 têtes, bien évidemment. C'est un petit peu le viager dont on parlait tout à l'heure. Allons sur la profondeur de marché des SCPI, parce que c'est une donnée qui me semble importante, de voir qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'acteurs isolés, mais qu'aujourd'hui, il y a une vraie offre qui est diversifiée, Foncia bien sûr, mais vous n'êtes pas les seuls. Non. Il y a plein d'autres, donc vous en dénombriez 162. Tout à fait. Fin 2014. On doit en avoir quelques-uns en plus, mais je dirais ça c'est dû à l'AIFM, mais qui n'ont pas une capitalisation très importante. Ouais. Le nombre de groupes, 27. Hein, donc c'est clair que c'est pareil, on doit être à 28, 29 ou 30 cette année. La collecte brute, on le voit, c'est 3,5 milliards en 2014. Est-ce qu'on peut peut-être juste dire quand même que c'est une collecte qui est en progression constante? Oui, absolument. Hein? Alors, antérieurement, et ça, Frédéric a raison d'en parler. Antérieurement, la collecte, moi j'ai connu il y a 3-4 ans, elle était moitié-moitié sur des produits fiscaux, moitié, et même on peut dire 30% sur des SCPI de rendement. L'année dernière, c'était totalement inversé. Très peu sur des produits fiscaux, beaucoup sur des SCPI de rendement, justement. D'accord. Donc, capitalisation aujourd'hui, on est sur plus de 30 milliards d'euros. Oui. Donc, on va friser les 40 milliards à la fin de l'année. La question avec les 600 000, j'arrive à la fin, 600 000 associés, est-ce que ça ne monte pas trop vite? Est-ce que ça veut dire qu'on arrive encore à trouver des actifs rentables et qui puissent assurer quand même des taux de rendement? On est à plus de 5,7%, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez continuer à servir des rendements aussi Alors hauts? Oui. Pourquoi? Parce que clairement, je vais citer une de mes SCPI, qui est une SCPI effectivement de locaux commerciaux. Il est clair qu'on ouvre le capital régulièrement, par exemple sur celle-là, et que l'on collecte des fonds qui ont été investis, on parle un petit peu comme sur les obligations tout à l'heure, qui ont été investis avec des taux de rendement tout à fait différents d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, c'est un marché sur lequel il faut être flexible, il ne faut pas être buté, il ne faut pas se dire j'achète des choses avec du rendement, parce que le rendement c'est un risque, on l'a vu tout à l'heure dans d'autres produits. Donc aujourd'hui, moi je vais plutôt sur du pari. J'y vais pas à 4% ou à 4,5%, je suis désolée, je peux pas, parce que je ne veux pas créer un produit de Madoff, ça c'est clair. Donc j'y vais jamais en dessous de 5,5%, mais comme je sers de 5% de rendement, il est clair qu'à 5,5% j'y arrive, et on verra justement tout à l'heure en termes d'honoraires, de gestion, parce qu'il y a quelques soucis dans l'interprétation de ces honoraires. Alors, donc, du coup, on voit 600 000 associés. Je reviens en arrière. 600 000 associés, c'est un peu faux, parce que vous savez bien que les associés de SCPI, ils en ont un petit peu partout. Donc ça veut dire que déjà, si on en avait 400 000, ce serait très bien. D'accord, en fait, c'est 600 000 acquéreurs sur l'ensemble des 27 groupes. Absolument. Alors, ce tableau, il est quand même assez intéressant. Oui. Il refixe les idées. Oui. Ça peut même servir quasiment de résumé à ce qu'on s'est dit depuis une petite heure maintenant. C'est les taux de rentabilité des différentes classes d'actifs sur 5, 10 et 15 ans. Alors évidemment, c'est Daniel François Brasier qui l'a fait, donc c'est les SCPI qui l'a mis en jaune.
Mais J'aime. c'est moins élevé que les foncières cotées, par exemple. C'est clair. Hein. Mais enfin, vous voyez quand même que on a des classes d'actifs qui, sur le long terme, continuent à rapporter des rendements qui sont plutôt assez attractifs. Alors, je vais rajouter, mais c'est comme sur toutes les classes d'actifs. Clairement, c'est un tableau qui reprend des produits qui développent ou des produits qui ne développent pas. Vous pouvez très bien avoir, par exemple, c'est vrai que sur le livret A, tout ça, non, ça n'existe pas. Mais par exemple, nous, dans les SCPI, nous avons des SCPI fermés, donc qui ne se redéveloppent pas, sur lequel le marché, par exemple, au lieu d'être à 5 ou 5,05, il va être à 5,50 en termes de rendement. C'est normal, c'est justement le fait d'avoir un marché réglementé. Donc, ceci tient compte des SCPI ouvertes, des SCPI fermées, des SCPI en augmentation de capital ou pas. Ok. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, chez nous, par exemple, si je fais le taux de rendement sur 10 ans, alors que vous voyez qu'il est de 8,20 sur toutes les SCPI, chez moi, parce que j'ai des SCPI fermés, il est de 11,75. Sur 15 ans, alors qu'on est à 9,90, chez moi, il est à 12,11. J'ai d'ailleurs une des SCPI qui est primée assez souvent, c'est une des ancêtres des SCPI. Alors, on n'investit pas aveuglément dans les SCPI, on est d'accord. Non. Comme on l'a fait déjà sur les points précédents, il y a des règles à respecter, Absolument. Il y a des points d'attention à surveiller. Quels sont vos conseils pour bien investir dans une SCPI? Alors déjà, je dirais un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Hein. Si possible, avoir un panier d'actifs moyenné. Bon, là, vous pouvez aller ou sur des SCPI de bureaux ou sur des SCPI de locaux commerciaux, ou bien sur une nouvelle catégorie de SCPI, notamment moi j'en ai créé une l'année dernière, qui est plutôt sur des hôtels. Là encore, c'est vraiment du sécurisé. Pourquoi ? Parce qu'on parlait tout à l'heure dans les EHPAD d'avoir des acteurs qui soient des gens spécialisés. Là aussi, il faut vraiment des acteurs professionnels. Il est hors de question d'avoir des acteurs, je dirais, j'ai rien contre eux, hein, mais je ne vais pas me transformer en hôtelier du jour au lendemain. Je peux me transformer en un certain nombre de choses, mais pas en hôtelier, ça c'est clair. Ni mes collaborateurs, puisqu'en fait, clairement, ils sont formés à relouer des bureaux ou des locaux commerciaux. Donc ça veut dire que l'opérateur est extrêmement important. Sur ces SCPI-là, par exemple, on va avoir des beaux fermes de 12 ans renouvelables, un petit peu comme dans la même typologie d'actifs tout à l'heure dont on parlait, sauf que là, c'est du rendement et uniquement du rendement. Je ne vais d'ailleurs pas en copropriété avec du LMP ou avec des associés diffus, excusez-moi du terme, mais j'en trouve pas d'autres. Donc en général, on est 2 copropriétaires, 2 institutionnels. Bon, je vais citer un exemple que j'ai acheté récemment, qui est le château de Célie, qui est sur le golfe de Célie-en-Bière. Donc c'est un très bel actif et on est 2 copropriétaires, 2 gros copropriétaires sur cet actif. D'accord, donc on regarde la typologie des actifs. Tout à fait. On regarde quoi aussi, l'antériorité? Alors, absolument, c'est très important. On regarde l'antériorité, mais alors celle-là, justement, elle a 2 ans, même pas d'antériorité. Donc je vais dire l'inverse de ce que j'ai écrit. Mais clairement, quand on a des SCPI qui sont des SCPI de bureaux ou bien de locaux commerciaux, il faut regarder sur une certaine période. Si vous pouvez avoir sur une durée de 10 ans, c'est parfait. Regardez la régularité du versement des revenus. Je ne parle pas des taux, je parle de la régularité des versements en euros. La régularité également de l'augmentation du prix départ. Pour moi, je dirais il y a 2 choses fondamentales, et je le dis toujours, c'est pour qu'un placement soit un bon placement, il faut à la fois que ce soit un placement qui conjugue, je dirais, la protection du capital et le rendement. Il ne faut pas que ce soit qu'un seul facteur. C'est extrêmement important. C'est quelque chose que je fais depuis de nombreuses années. Ok, donc au-delà de l'antériorité, il y a aussi le rapport annuel qu'on peut consulter. Absolument. On disait, d'où le taux de rendement interne qui est extrêmement important, qu'il soit sur 5 ans, mais surtout sur 10 ans. Alors pourquoi je dis sur 10 ans ? Parce que sur 5 ans, on a ces fameux frais d'entrée dont on parlait tout à l'heure, qui pénalisent un petit peu le taux de rendement. C'est quoi ? C'est 13% environ ? Non, c'est 8%. 8%. Ça dépend des sociétés, ça peut être 10%.
Mais c'est vrai que ça pénalise le rendement interne, puisque vous savez que le rendement interne, qu'est-ce que c'est? C'est le prix de la part à l'entrée, c'est le revenu versé au cours, par exemple, des 5 années en question, et le prix de sortie. Voilà. C'est la même chose dans tous les produits financiers. Donc c'est vraiment, je dirais, une note qui est à retenir dans le choix de vos SCPI. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde d'autre? Alors, on regarde le rapport annuel? Eh oui, le rapport annuel qui est une mine d'informations, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur lequel vous retrouvez non seulement tous les immeubles. Chez nous, je n'arrive pas à supprimer les loyers annuels avec les loyers quittançables et la vacance, alors que beaucoup l'ont supprimé depuis longtemps. Donc ça veut dire que quand vous ouvrez un rapport annuel, vous voyez absolument tout ce qui existe dans votre société. C'est vraiment important de voir ça. Et dans ce rapport annuel, vous voyez 2 choses importantes qui sont les réserves. D'ailleurs, on insiste toujours sur ça. Les réserves, quelles sont-elles? C'est le report à nouveau par part. Et donc, le report à nouveau, eh bien, il peut être entre 1 mois et 3 mois. Alors, vous allez me dire, pourquoi 1 mois et pourquoi 3 mois? Bien, 3 mois, en général, c'est plutôt les SCPI qui sont fermés. Et les SCPI de bureau, sur lesquels on essaye d'avoir un petit matelas, justement, pour maintenir une distribution régulière. Pour les SCPI qui se développent, même si elles ont 1 mois ou 1 mois et demi, ça n'est pas grave. L'essentiel, elles constituent leur capital. Et vous savez qu'il y a aussi ce deuxième phénomène, qui est la mise en jouissance des parts, qui permet de conjuguer un rendement tout à fait optimum. Deuxième chose à regarder, c'est la provision pour grosse réparation que vous trouverez écrite comme PGR. Elle va changer de nom bientôt, puisque moi je suis au conseil d'administration de l'ASPIM. Elle va s'appeler PGE. Alors ça va être la provision pour gros entretien. Ça revient au même, hein, croyez-le. Ça va être quoi? Eh bien, c'est simplement, elle peut se situer, non pas, moi je ne l'exprime jamais par part, mais en pourcentage par rapport à la valeur hors droit de vos immeubles. Pourquoi? Parce qu'il est important de savoir si on détient 1%, 3%, 3,5%. Moi, j'ai certaines SCPI qui ont quasiment 4% de PGR, excusez-moi de ce terme, mais parce que l'on sait qu'il y aura des travaux importants à réaliser. Et par contre, certaines SCPI, celle dont on parlait tout à l'heure, la SCPI hôtelière, elle a du report à nouveau, mais elle n'a pas de PGR. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est l'opérateur qui fait tout. Lui, il est clair, il a un mandat pour tout faire. C'est son fonds de commerce qu'il doit entretenir. C'est tout à fait différent. On est un petit peu dans le même esprit sur les SCPI commerciales, mais on se garantit quand même, parce que quand on est en pied d'immeuble, on peut avoir un jour un ravalement d'immeuble et participer à ce ravalement. Donc au lieu d'avoir par exemple 3%, on a plutôt 1%, voire 1,20%. Je vous donne plein de chiffres là. Voilà. Désolée pour la fin de journée. Donc là, on a fait un tour d'horizon. Je vais interrompre Daniel François Brasier qui va m'en vouloir à mort. Mais on a fait, je pense, un tour d'horizon assez complet sur l'ensemble des classes d'actifs qui peuvent vous intéresser. On a un petit moment pour éventuellement échanger avec vous. Ah, elle veut me dire quelque chose. Oui, juste une chose, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure. Mais rapidement. Rapidement, ce sont les frais de gestion. Alors, je sais que nombre d'entre vous vous disent, et ça m'est souvent dit en assemblée, allez, non, vous beurrez les tartines, hein, puisque vous prenez entre 8 et 10% des loyers. Alors moi, j'aime bien le ramener toujours à la capitalisation. Et quand on le ramène à la capitalisation, ce qui est le cas dans tous les produits financiers, encore une fois, eh bien, on tombe sur 0,4 à 0,9. Pourquoi la différence? Tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est simplement où on développe, où on ne développe pas, c'est une société fermée. On est plutôt à 0,9 quand on est dans des sociétés fermées, ou 0,85. Donc attention quand même à ne pas rester sur cette notion de 10% d'honoraires. Cette notion de 10% d'honoraires sur les loyers, elle existe un petit peu, c'est l'ancêtre des SCPI, c'est la SCI, tout simplement. Très bien. Merci pour ces précisions, vous avez bien fait, parce que c'est quand même toujours un élément qui est important à prendre en compte, c'est le montant des frais. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions que vous voudriez poser à nos experts? Et voilà, donc je vois déjà un monsieur, et donc il faudrait, voilà, on va récupérer des micros.
peut-être donner 2 micros et on va se débrouiller, nous, avec les 2 qui nous restent. Comme ça, je distribuerai la parole. Donc, il y a un monsieur au 2e rang en face de moi qui a levé la main. Où ça? Oui, j'aimerais savoir comment ça se passe techniquement pour la mutualisation du viager. C'est à travers des SCPI, justement, ou comment vous pratiquez? Ou de l'indivision, je ne sais pas. Alors, ce sont des sociétés à capital variable, des sociétés en commandite. Donc, pour l'instant, on n'est pas du tout dans ce type de... On n'est pas sur de la SCPI. Donc, on a des associés. En fait, ce sont des parts, simplement, qui sont achetées. Il en existe une, mais je ne vais quand même pas faire de la pub pour mes concurrents. En commandite par action ou en commandite simple? Comment? J'ai pas compris la question. Commandite par action ou commandite simple? Oui, par action, tout à fait, oui. Alors, ça, c'est Ensuite, important parce que l'action de commandite, de la façon dont on a mis en place le produit, fait que finalement, le gérant, par ses commandités, a sur les sociétés toute la responsabilité sur ces actions. Et donc, ce qui permet d'avoir une très grande transparence sur le placement qui a été fait. Mais on pourra en discuter si vous voulez, parce que c'est un vaste sujet. Oui, Oui, bonsoir madame. Je suis là. je ne vous vois pas. Pardon. Bon. Voilà. Pardon. Moulin. Vous êtes là. Foncia, Pierre Gestion est une filiale de Foncia? Absolument, monsieur. Nous D'accord. sommes une filiale à 100%, mais 100%. nous sommes une société de gestion de portefeuille. De portefeuille, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de voix. Oui, moi non plus. Bon. Deuxièmement, Parlez-vous par signe, alors. j'ai lu, sur un de vos tableaux que les sociétés foncières avaient sur plusieurs périodes un rendement plus élevé que les SCPI sur les mêmes périodes. Alors vous savez pourquoi? Pendant de longues années, les foncières étaient très sous-cotées. Elles avaient ce qu'on appelle dans notre jargon financier un ANR qui était supérieur à la valeur de cotation. Oui. Eh bien, c'était à cette époque-là qu'il aurait fallu vraiment en acheter. Ah bon? Aujourd'hui, on est dans une situation inversée. Aujourd'hui, on peut avoir des foncières qui vont être surcotées de plus 40%. On a vu les deux. Alors, il y a aussi, et vous avez raison de poser la question, il y a eu aussi, dans ces foncières cotées, puisqu'elles ont été mises dedans, le phénomène SIC. Et le phénomène SIC a effectivement donné du boost en termes de rendement. Au fond, Oui, ma question s'adresse à l'intervenant dynamique sur les EHPAD. Je veux savoir, avec le recul que vous avez aujourd'hui, à combien se monte en gros, en moyenne, le ticket pour rentrer comme ça dans le dispositif que vous suggérez? Ouais, Sachant que par définition, pour des personnes âgées, ce qui est mon cas, ça ne peut être que cash. Alors, sur les EHPAD, on a tous les prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vieillissement de la population, il est partout, il n'est pas qu'à Paris. Et donc, des besoins en seniors en EHPAD, il y en a sur tout le territoire. Donc ça, c'est important de le stipuler. Évidemment, ça dépendra des villes. Il y a des villes où c'est plus ou moins cher, mais généralement, tout de même, les tickets d'entrée sur des EHPAD restent assez facilement accessibles, compte tenu que ce sont des petites surfaces. Donc, on peut trouver des EHPAD qui peuvent commencer autour, on va dire, de 100 000 €, parfois moins. Mais ça dépend où vous êtes. Actuellement, on a un projet d'EHPAD qui est dans le centre de Paris. Évidemment, on n'a pas de ticket d'entrée à 100 000 €. Hein, donc ça, c'est évident. Alors, si vous souhaitez avoir des tickets d'entrée beaucoup plus accessibles, moi, je vous conseille plutôt de partir sur des résidences seniors. Il y a d'excellents gestionnaires également en seniors. Et puis, les besoins sont importants. Et j'ai envie de dire que la résidence senior est un actif qui est beaucoup moins dédié que l'EHPAD. C'est-à-dire que parlons de risque. Si demain une EHPAD ferme, qu'est-ce que je fais de l'actif? Il y a des besoins sont tels que c'est peu probable. Tandis qu'une résidence senior, comme une résidence de tourisme, quand on a des emplacements de haute qualité, même si dans le pire des cas, un jour il n'y avait plus de seniors et plus de touristes en France, ça pourrait devenir un actif immobilier classique qu'on pourrait louer. Je vais même parler pour mon confrère, vous voyez comment je suis sympa. Parce qu'on a tellement étudié également ça, que les résidences seniors futures vont être maintenant couplées avec des résidences étudiants et avec des petits centres commerciaux. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus, ça peut être sympathique également.
Voilà, donc on joue la diversification, si j'ai bien compris. Hein. Oui. Ok. Madame. Est-ce qu'il vous serait possible de nous donner une tendance sur le long terme du marché de l'habitation, de l'immobilier d'habitation? Qui veut sortir sa boule de cristal? Est-ce que vous pouvez être peu précis? Une tendance à quel niveau? Au niveau des prix? Au niveau des prix, oui. Sur le neuf? Non, sur l'habitation en général. Alors une tendance, c'est-à-dire, dites-moi... Sur les 30 dernières années, le marché immobilier a été haussier. Oui. Après, il a accusé une baisse. Et qu'est-ce qu'on peut espérer pour le futur? Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est qu'en règle générale, les prix ont tendance à monter. On voit par exemple que sur l'année dernière, les prix en province, en moyenne, étaient de l'ordre de 3 500 € du mètre carré. Ils sont passés un peu plus de 3 600. Et pareil, sur l'Île-de-France, alors, j'aime pas trop ces moyennes quand même. Alors, l'Île-de-France, on est passé de 4 600 à 4 700. Les moyennes sont toujours compliquées parce que ce sont de grosses disparités et qu'on sait très bien que dans une même ville, d'un quartier à un autre, les prix ne sont pas les mêmes. Alors, les chiffres sont difficiles. Ce qu'on peut voir comme sur le marché de l'immobilier, c'est qu'on manque quand même en France, c'est assez incroyable. Il y a un manque de logements qui est absolument énorme. On dit qu'il manque près d'1 million de logements. On ne parle même pas des logements vétustes qui a besoin de raser et de réhabiliter. Donc j'aurais tendance à dire que l'immobilier sur le long terme en France se porte bien, qui risque de monter, je pense, à un rythme qui sera moins effréné que les dernières années. Donc ça va progresser, mais de façon pas aussi rapide que ce qu'on a connu dans le passé. On aura une progression. Parfois on me dit, oui mais attendez, l'immobilier, c'est plus possible qu'il monte, les gens n'ont plus les moyens. Mais on voit bien ce qui se passe à Paris, c'est qu'on achète plus petit, tout simplement, et on achète par exemple en province des jardins aujourd'hui qui sont moins grands, aussi des fois par mode de temps. Mais disons que l'immobilier sur le long terme reste un placement en refuge. On peut faire des belles valorisations sur l'immobilier, mais une bonne façon de gagner de l'argent sur l'immobilier, c'est pas que la plus-value. Si on achète un bien à un bon prix et que le rapport locatif est bon, la différence entre les revenus perçus et le capital remboursé, s'il est bon, c'est-à-dire si j'ai peu de charges et j'ai fait un bon rapport locatif, je fais une belle opération. Je fais une parenthèse rapide pour clôturer sur le sujet. C'est pas parce qu'on achète forcément au centre de Paris, au centre de Lille ou de Marseille qu'on fait une meilleure affaire immobilière que si on est un petit peu excentré, parce que notamment sur la loi Pinel, vous avez des plafonds de loyer. Si j'achète 5 000 € du mètre carré et que je loue 15 €, je ne suis pas sûr que je vais faire une bonne affaire. Et à l'inverse, si j'achète 3 000 € du mètre carré et que je vais louer 10 € du mètre carré, peut-être que ça sera pas mal. Donc il faut regarder des endroits où la rentabilité est intéressante. Et là, je reviens sur les agences de services. L'intérêt, c'est que souvent les rentabilités sont définies dès le départ. Par exemple, on va dire, voilà, on offre 4,5 de rentabilité tous les mois. Et les charges sont extrêmement faibles, ce qui permet d'avoir justement un delta intéressant. Oui, mais il y a les nouvelles constructions sont de meilleure qualité, donc on peut imaginer que les constructions anciennes vont se dégrader sur le marché. De toute façon, un actif immobilier, effectivement, c'est sur le long terme. Tout à l'heure, on parlait aussi d'entretien, de réparation. Il y a forcément des frais d'entretien, de réparation. Et j'ai envie de dire, n'ayons pas peur des frais. Les frais d'entretien et de réparation, c'est ce qui permet de maintenir en bon état un immobilier et de le valoriser sur du long terme. Je vais vous rajouter une chose, je vais encore l'aider. Oh là là. Alors que ce n'est pas mon marché direct. En plus, j'ai la chance, ma collègue, elle a retrouvé sa voix, plus elle parle, vous avez rendu compte. Mais il est clair que moi, je fais partie de l'IEIF, donc de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, et qu'il y a à la fois ce volet habitation et ce volet, je dirais, immobilier d'entreprise. Et quand vous écoutez Guy Marty, sur les 10 prochaines années, il y aura 5 millions de personnes à loger en région parisienne, ne serait-ce qu'en région parisienne. Donc il est clair que c'est important et qu'on a besoin de logements. Je crois que la démonstration est faite. Et effectivement, avec les nouvelles normes aujourd'hui, vous l'avez dit, madame, je ne sais plus, clairement, on est obligé de construire avec... Enfin, moi, je ne construis pas, hein, mais les constructions sont obligatoirement avec les nouvelles normes. Monsieur ? Oui. Bon, je ne voudrais pas donner une tendance négative sur ce que vous avez dit tout à l'heure dans le monde de l'assurance vie, mais j'étais ce matin dans une assemblée générale d'un groupe assez important qui est classé dans les 3e, 4e positions du particulier au niveau de ses contrats en euros. Et est intervenu un économiste, mais qui est directeur général également de cette compagnie, et qui nous disait qu'aujourd'hui, c'est un économiste assez réputé qui vient de sortir un livre tout récemment, et qui nous alerte sur le fait que tous les indicateurs nous amènent sur un risque d'éléments de rupture structurelle, comme on peut en avoir un tous les 20-30 ans. Bon.
Donc je suis un petit peu dans le monde de l'assurance vie, dans le domaine du conseil à titre privé. Moi, je ne ressens pas, si vous voulez, ce que j'appellerais la confiance d'aller totalement dans le changement entre le marché obligataire et le marché action. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont en très forte difficulté. Moi, je suis un acteur économique dans le monde du matériel de travaux publics. Je vends du matériel de travaux publics. Les groupes aujourd'hui de travaux publics sont dans très mauvaise posture. Beaucoup d'industries sont parties travailler dans le monde international. Ils reviennent de la Chine, pour certains, vous le savez. À mon avis, peut-être qu'aujourd'hui, il faut rester sur un milieu, peut-être, dans le domaine du conseil. Effectivement, bouger un peu. Peut-être ne pas rester à 80% dans fonds en euros, mais partir totalement à l'envers et dans le monde de ce qu'on va appeler le risque d'entreprise, le risque des valeurs pour avoir un meilleur rendement. Peut-être qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est pas de chercher le rendement, c'est d'essayer de garder ce que l'on a. Parce qu'il y a eu beaucoup d'argent en injecté, vous le savez, ça n'a rien donné. Les États-Unis devaient changer leur politique monétaire il y a peu de mois, ils n'ont pas fait. Donc on est réellement à un moment, alors excusez-moi, je donne une connotation un petit peu particulière, mais à titre préventif, on est peut-être là dans l'année 2015 ou peut-être début 2016 sur un élément structurel, mais qui veut dire un effet de rupture. Si on ne rémunère plus aujourd'hui les emprunteurs, si on ne rémunère plus l'argent, ça veut dire que les emprunteurs n'ont pas confiance, ils n'empruntent pas. On est sur un problème de plus grande, entre guillemets, de plus grande inquiétude. Tout basculer vers du marché dit de production d'entreprises et autres n'est pas forcément non plus le... Enfin, excusez-moi, je me trompe peut-être totalement, mais... Non, c'est très très intéressant. Alors, je resitue juste le débat. Effectivement, c'était de dire aujourd'hui de réallouer une partie sur un modèle. Et c'est vrai qu'on l'a peu évoqué, on n'a pas évoqué notre modèle. Je vous invite à nous contacter pour qu'on vous explique notre modèle. C'est un modèle purement de diversification. Aujourd'hui, plus d'intérêt d'être à court terme, pas d'intérêt, enfin gros risque d'être à long terme, donc du coup on va diversifier. Notre but, contrairement par exemple, ce que je donnais comme exemple aux fonds patrimoniaux, c'est de pouvoir gérer le patrimoine de nos clients finement. On va le gérer tous les 2 mois. Donc nous on est à court terme. La position que je vous donne, c'est notre sentiment de marché durant les derniers mois et les mois à venir. Encore une fois, les mois à venir, le resserrement, ce que vous anticipez, il n'aura pas lieu dans les mois qui viennent, et ni dans les années qui viennent. L'arme monétaire que vous avez très bien stipulée, alors il n'a pas évolué, pourquoi? Très clairement, les États-Unis ne voulaient pas froisser avant l'été le scénario européen qui faisait très très peur. La Grèce, ce n'est pas la Grèce qui était le problème, c'était la sortie géopolitique de la Grèce, qu'elle rejoigne d'autres pays. C'est passé, on s'est dit, c'est très bien, elle refera ça à la rentrée. À la rentrée est arrivé un autre scénario, le scénario chinois. Les Américains ne veulent pas mettre une graine dans le circuit et ne veulent pas faire tout dérailler. Ça, c'est notre sentiment à court terme. Mon sentiment, dans 2 mois, il sera tout autre. Donc ce sentiment aujourd'hui, dans un modèle complètement diversifié, c'est dire qu'on ne va pas vers le fonds euro, qui est finalement de l'obligataire. Dans l'obligataire, très clairement, on est plutôt pessimiste. On l'a dit. Oui, oui. Et du coup, je le partage totalement. Mais aujourd'hui, vous voulez protéger un portefeuille, il faut chercher des décorrélations en termes d'actifs et pour neutraliser notre volatilité. Je rentre un peu technique. Qu'est-ce qu'on va faire pour décorréler les actifs? Aujourd'hui, on est dans un monde où les actifs sont très très corrélés. Le marché action est bousculé, vous avez le marché obligataire qui est quand même bousculé, alors que c'est quand même 2 actifs complètement corrélés. Quand Alice a fait des analyses qui sont très très justes et qui montrent qu'en fait, c'est très dur d'avoir des actifs décorrélés. Qu'est-ce qu'on a comme actifs décorrélés dans le passé? C'était l'or, qui est même plus décorrélé au marché action durant les dernières semaines. L'or tombe quand le marché action tombe. Donc où aller? Alors on a des petites alternatives. Le marché alternatif aujourd'hui, c'est pourquoi pas un sujet? La gestion alternative est un sujet. C'est des positions, c'est des acteurs qui peuvent prendre des positions sur les taux, autant à la baisse qu'à la hausse, en maîtrisant complètement ce risque. C'est ce qu'on va aller chercher. Oui, mais si je peux me permettre, là on reste au stricto sensu de gestion de fonds à l'intérieur d'un contrat avec son antériorité, enfin tout le côté fiscal protecteur. On reste dans des fonds qui restent dans une compagnie d'assurance vie. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a une partie des fonds et en euros qui doivent se réallouer vers l'extérieur sur l'investissement peut-être immobilier ou autre. C'est ça que je voulais vous dire. Simplement, je vous donne la référence de la personne qui est intervenue ce matin parce que vous la connaissez peut-être. Moi, j'ai fait ses connaissances, j'ai discuté assez longuement après avec lui de 12h30 à 13h30. C'est Hubert Rodari, ça vous dit peut-être.
C'est SMA, il intervient dans SMA. Le monde est petit. Voilà. Et son livre qui vient de sortir, c'est Pente despotique de l'économie mondiale. Alors, beaucoup d'écrivent des livres. Mais... Oui, je sais, on est tous d'accord. Mais par contre, moi-même, je le ressens, on est beaucoup à ressentir le fait qu'on arrive à un moment de rupture. Il y a énormément d'argent dans chaque. On est d'accord. Et pour autant, l'économie ne refonctionne pas. Ce qui est parti de l'Occident vers l'Asie est en train de revenir de l'Asie vers l'Occident, mais il y a un mécanisme. Juste pour finir, cette liquidité, elle va quelque part. Oui. Et cette liquidité, elle est pas, le quantitative easing aux États-Unis, il l'est arrêté, mais la liquidité est toujours présente sur le marché. Ils ont dit juste, on ne met pas plus de liquidité. Par contre, on ne retirera pas tout de suite cette liquidité. Ce qui n'est pas la même chose. Donc nous, on réagit par rapport à ça, on a une vision macroéconomique, on analyse tous ces indicateurs. Ces indicateurs à court terme, on est à 1 an. Hein. On est vraiment à 1 an. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur les différents scénarios, ce qu'on disait, les fonds patrimoniaux, ça ne vous guide pas dans l'avenir. Et nous, on dit, on veut des politiques, des systèmes d'investissement qui s'affinent au cours du temps. Et rien ne nous dit que notre politique, à un moment donné, ça soit à 100% en liquidité. Je n'ai pas dit ça. Mais aujourd'hui, on est positif sur certains indicateurs. Voilà, on va peut-être prendre une dernière question et après, promis, on vous libère. Oui, bonsoir. Dans le cas d'un achat immobilier, quels sont les cas de figure où il est plus intéressant de payer cash sans faire d'emprunt auprès de la banque? Alors, moi je dirais que dans un cas d'achat de part de SCPI, il est clair que si vous avez un taux marginal d'imposition faible et besoin de revenus, la question ne se pose pas. Il vaut mieux acheter vos parts cash. Par contre, si vous êtes jeune, le cas que je citais tout à l'heure, avec une tranche marginale assez importante, bien mieux vaut acheter à crédit. Tout ça aussi sont des analyses au cas par cas. C'est vraiment important. Encore une fois, il faut se projeter dans l'avenir. Jamais faire quelque chose sur un coup de tête. Sauf si vous mettez 10 000 euros. 10 000 euros, c'est quasiment la caisse d'épargne. Et donc, clairement, c'est un peu différent. Alors, pour compléter en fait cette réponse, ça dépend également de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut des revenus complémentaires réguliers ou est-ce qu'on veut faire travailler cet argent, par exemple, sous un horizon 10 ans? C'est pas la même chose. Peu importe, c'était juste... Alors, deux choses. C'est que, par exemple, si on place de l'argent sur un placement anti-viager mutualisé, au bout de 10 ans, ça va rapporter un peu, c'est quand même pas mal. Mais si on a besoin de revenus réguliers, évidemment, si j'achète une loi Pinel et que je mets un gros apport dessus, c'est la plus belle erreur à faire. Parce que je vais déduire très peu d'intérêt d'emprunt, donc ce qui fait que je vais repayer de l'impôt, parce que je vais avoir du bénéfice. Qu'est-ce que c'est un investissement immobilier? On n'a pas une réduction, mais de l'autre côté, on a un compte avec des entrées et des charges. Mes entrées, ce sont mes loyers, mes charges, ce sont la taxe foncière, les intérêts d'emprunt, etc. Si je n'ai pas d'intérêt d'emprunt à déduire, je vais avoir un bénéfice qui va être imposé sur ma tranche d'imposition et je vais payer en plus 15,5% de CG-CRDS. Merci Monsieur Rocard, puisque les taux de CG-CRDS ont cessé d'augmenter. Pour un achat cash, l'idéal, c'est du dispositif en loueur meublé non professionnel ou en professionnel, mais plus difficile à accéder aujourd'hui. Vous pouvez profiter d'amortissements comptables dans le cas des résidences de services parce que c'est du bénéfice industriel et commercial puisqu'il y a au moins 3 services par hôtelier. Ce qui veut dire que ça vous permet d'avoir des amortissements. Ces amortissements comptables permettent de venir en déduction des loyers. Alors certains vont me dire, tiens, c'est compliqué, on ne comprend pas. Eh ben, c'est la même chose en SCPI. Vous pouvez très bien avoir effectivement une SCI et amortir au fil du temps. Ou bien une société anonyme dans laquelle vous mettez vos parts de SCPI. Il y a énormément de choses possibles en part de SCPI. Il ne faut pas imaginer avoir une détention de parts uniquement directe au niveau d'un associé ou bien en démembrement. Il y a plein de choses à faire. Je peux vous garantir, je peux garantir sur le long terme que l'amortissement est souvent beaucoup plus intéressant sur le long terme que des réductions d'impôts à court terme. Tous les gens qu'on voit nous disent « Monsieur Robillard, je veux réduire mes impôts ». Je leur dis souvent « Vous voulez réduire vos impôts ou gagner de l'argent ?» C'est pas la même chose. Merci. Voilà, donc on va s'arrêter là. Vous pouvez continuer à nous lire avec grand plaisir, j'espère. Je vous remercie beaucoup d'être venus, d'être restés jusqu'au bout pour un certain nombre d'entre vous. Et puis cette année, j'ai envie de dire, on va vous donner rendez-vous l'an prochain, à peu près à la même époque, dans cet endroit ou dans un autre, on verra. Et j'espère que le format vous plaît et que vous aurez envie de revenir massivement. Merci beaucoup.